Bonjour à toutes et à tous, ici présents ou à distance. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub, et je suis ravie de vous retrouver auprès d'Isabelle Bonneau-Join de la direction de l'investissement. Bonjour Isabelle. Pour ce 7e atelier du réseau national des foncières de redynamisation. Ce réseau a été lancé en juillet 2021 avec la Fédération des EPL pour accompagner la création et le déploiement des foncières de redynamisation et compléter ainsi les aides et l'accompagnement apportés par la Banque des territoires. Donner des clés pour concrétiser les projets territoriaux, faire dialoguer acteurs publics et privés, c'est la vocation du Hub des territoires. Ce dispositif nous permet de rassembler, comme aujourd'hui, à travers des événements, des ateliers, des résidences, un écosystème large. Collectivités, entreprises publiques locales, partenaires, acteurs aussi bien publics que privés. La programmation du Hub des territoires, elle est riche et variée. Depuis 1 an et demi, ce sont plus d'une centaine d'événements qui ont été organisés, un peu plus de 6000 participants en présentiel et en distanciel. Et ce sont près de 400 intervenants qui ont pu aborder différemment les thématiques cruciales des territoires. Pour ne rien manquer de notre actualité, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Alors, vous trouverez le lien dans le chat. Vous pouvez aussi retrouver le replay des événements sur le site internet. Alors, vous pourrez retrouver sur le site internet le replay des 6 premiers ateliers, parce que l'on est 7e, les 6 premiers ateliers sur du réseau national des foncières. Je vous invite à noter d'ores et déjà la date du prochain atelier, puisque c'est déjà fixé, ça sera le mardi 7 mars, après-midi. Je porte également à votre connaissance notre événement de demain, qui a lieu à 16h30 et qui parle de la low-tech versus high-tech. Quelle technologie pour la transition et le développement des territoires? Vous pouvez encore vous inscrire. Voilà. Je laisse désormais la parole à Isabelle pour une présentation plus détaillée du programme de l'après-midi. Merci beaucoup Anne-Sophie. C'est effectivement un très grand plaisir de vous retrouver pour ce 7e atelier. Le réseau national a été créé il y a 18 mois maintenant, le 1er juillet 2021. Ce sont plus de presque 4500 personnes qui ont suivi nos débats sur ces 18 derniers mois. Aujourd'hui, vous êtes plus de 120 à vous être inscrits, ce qui continue à dire de votre intérêt pour nos travaux. Donc merci beaucoup pour votre fidélité et j'espère que cet atelier sera à la hauteur de vos attentes. Ça a été annoncé par Anne-Sophie, notre prochain atelier aura lieu le 7 mars prochain. Il y aura notamment une première table ronde où on fera le point sur le déploiement des foncières de redynamisation à l'échelle nationale. Donc une partie bilan qui pourra intéresser de nombreuses personnes, avec sur une deuxième table ronde, là encore des témoignages, des retours d'expérience sur des territoires d'échelle variée, métropoles, territoires ruraux notamment, qui continueront peut-être à vous inspirer. Aujourd'hui, comme il n'est pas de coutume, nous n'allons pas parler économie mixte, puisque l'essentiel des foncières de redynamisation s'appuie sur les outils de l'économie mixte. Près de 80 à 90% des foncières sont à l'initiative des collectivités locales via l'économie mixte, mais ce n'est pas la seule réponse, loin de là. Et on a souhaité, avec la Fédération des EPL, donner la parole à d'autres, donner la parole et valoriser d'autres expériences, et notamment aux foncières qui s'appuient sur l'ESS et aux foncières qui sont privées. Donc vous allez avoir 2 tables rondes dédiées aujourd'hui qui vont vous permettre de mieux connaître ces retours d'expérience. Et merci beaucoup à l'ensemble de nos intervenants qui se sont mobilisés pour être présents aujourd'hui. La majorité sont en présentiel, mais aussi en distanciel, puisque nous aurons monsieur le maire de Saint-Brieuc qui sera connecté avec nous pour la 2e table ronde et apporter son témoignage. Donc un grand merci à chacune et chacun d'entre vous. Un merci tout particulier à nos animatrices, Linda et Olga, qui ont pris le temps de préparer ces échanges. Un merci aussi à toute l'équipe qui a préparé en amont cet atelier, Maya, Chloé bien sûr, mais pas que, et toute l'équipe du Hub qui à chaque fois nous reçoit de la meilleure des manières et qui sont vraiment très facilitants pour nous permettre d'avoir ces temps d'échange privilégiés. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Linda qui va animer cette première table ronde et je vous souhaite de très bons travaux.
Bonjour à tous. Je suis Linda Rebout, je suis responsable d'investissement autour des enjeux de transition écologique et sociale des territoires et je suis ravie d'animer cette première table ronde de l'après-midi qui va traiter justement de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, et pour laquelle on accueille Alexandre Borne qui est cofondateur et directeur général de Belleville et Raphaël Boutin-Kuhlmann qui est co-gérant et directeur général de Village Vivant. Un grand merci à tous les deux d'être là avec nous cet après-midi. Alors, avant de vous laisser la parole pour présenter vos structures, je vais faire une petite introduction rapide pour donner quelques mots tout d'abord sur cet angle foncière ESS. Comme l'a rappelé Isabelle, c'est un sujet qui n'a pas encore été abordé au cours de ces réunions du réseau national des foncières de redynamisation, et pourtant il existe des modèles autres que les EPL pour chercher à atteindre ce but de redynamiser les centres-villes et les villages. Et donc on a voulu aujourd'hui mettre en lumière ces autres modèles de l'économie sociale et solidaire qui n'avaient pas encore été abordés. Et peut-être pour commencer, un petit rappel sur l'ESS. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire pour ceux qui auraient besoin qu'on le rappelle, hein. C'est un secteur à part entière de l'économie. Ça regroupe en fait les coopératives, les associations, les fondations, les mutuelles et puis des structures commerciales plus classiques qui vont intégrer dans leur statut certains principes. Évidemment, le socle fondateur de l'ESS, c'est la recherche d'utilité sociale. Et la recherche de la solidarité. Et il y a quelques valeurs, grands principes partagés qu'on a voulu rappeler ici. Le premier, c'est une gouvernance démocratique, ouverte, qui va chercher à associer très largement à la prise de décision différentes parties prenantes, les salariés, les associés, pourquoi pas des fournisseurs, d'autres acteurs de l'écosystème de la structure. Certaines vont même jusqu'au principe de un homme, une voix dans les coopératives. Donc premier principe, la gouvernance ouverte, démocratique. Second principe, c'est la lucrativité limitée. L'objet de ces structures va être de réinvestir l'essentiel des bénéfices dans la société, dans la structure pour servir le projet de la structure. Donc évidemment, on va limiter les dividendes et on va également limiter les écarts de salaire entre le plus bas et le plus élevé des salaires de la structure. Et le troisième principe, c'est l'utilité sociale. En fait, les structures de l'économie sociale et solidaire ont un but autre que simplement partager leurs bénéfices. Elles vont vraiment chercher à répondre à une problématique, un enjeu, un besoin. Et c'est bien ça qui fait aussi leur caractéristique première, hein, répondre à des enjeux qui nous concernent tous. En l'occurrence, aujourd'hui, je pense qu'on peut tous dire que la question de remettre de la vie, de redynamiser les centres-villes, les villages sur nos territoires, c'est vraiment un enjeu d'intérêt général et même, je pense qu'on peut dire, de bien commun. Et donc, c'est ce qui fait aussi, ce qui justifie le fait que des structures de l'économie sociale et solidaire puissent jouer un rôle vraiment crucial et intéressant pour répondre à ces enjeux de redynamisation des territoires. Donc, la Banque des Territoires accompagne historiquement l'économie sociale et solidaire et ses réseaux. Il y a même certains dirigeants de la Caisse des dépôts qui ont été à l'origine de ce mouvement de structuration de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on investit un peu plus de 100 millions d'euros chaque année de manière directe et intermédiaire dans des structures de l'ESS pour justement soutenir le développement de ces structures. Et donc, Village Vivant et Belleville sont deux exemples de partenariats forts qu'on est ravis d'avoir noués sur ces enjeux de revitalisation des territoires. On va le voir, hein, et je vais vous laisser la parole, mais ce sont des structures qui illustrent des échelles différentes d'intervention, qui répondent évidemment aux enjeux de rouvrir les commerces, mais pas que, ça va au-delà. On va parler logement, on va parler participation citoyenne, tiers-lieux, donc des réponses assez riches en fait à ces enjeux de redynamisation. Et puis, ce sont aussi des structures qui ont vraiment dans leur chevillé au corps des enjeux de transition écologique et d'impact social très fort. C'est aussi ça qui fait la caractéristique des structures de l'ESS et c'est aussi pour ça qu'à la Banque des Territoires, on cherche à soutenir ces structures qui ont un très fort impact, qui placent l'impact social, environnemental, territorial au cœur de leurs projets, de leurs ambitions et qui développent des modèles particulièrement innovants. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi de pouvoir accompagner le changement d'échelle de ces structures, leur développement national, leur essaimage, pour que les solutions ESS ne soit pas anecdotique, ne soit pas cantonné à une petite association dans un territoire, mais puisse bien se développer à l'échelle pour répondre aux enjeux majeurs que l'on connaît tous. Donc,
Donc voilà, la Banque des Territoires est vraiment fière de pouvoir accompagner des structures comme les vôtres et je vais vous laisser la parole sans plus attendre pour que l'un après l'autre vous puissiez nous dire un petit peu voilà, la genèse de votre projet, comment votre structure a pu se développer et comment elle fonctionne aujourd'hui, quels sont ses liens avec les collectivités et peut-être en quoi, selon vous, les modèles ESS peuvent être intéressants justement pour répondre aux enjeux de la redynamisation de nos territoires. Donc, je vais commencer par Alexandre de Belleville. Hop, je passe les slides suivantes et je te donne le... Pardon, Elisabeth. Donc, merci Lina. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Borne et donc je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation du Hub des Territoires et je suis ravi d'être à côté de Raphaël, que j'admire beaucoup et ce que fait Village Vivant est assez inspirant pour nous, donc on s'en a inspiré allègrement et on a plein de choses à partager. Donc aujourd'hui, Belleville, nous on a conçu, d'ailleurs tout ce que je vais dire, je pense absolument pas en opposition, c'est peut-être parfois en opposition, en complémentarité de ce que dira Raphaël. En tout cas, nous on voit nos outils, nos foncières comme des outils pour répondre à des enjeux de transition, qui sont les enjeux de transition écologique et sociale. Et donc on voit bien que l'immobilier est un moyen, et notre finalité, c'est la transition écologique et sociale avant tout. Et donc on déploie notre énergie pour répondre à ça. On a mis quelques petits mots qui sont autour des vignettes que je revois ici, mais qui montrent aussi notre état d'esprit du moment, qui sont tâtonnés, s'interroger, expérimenter. En fait, on est en train de tester plein de choses et on n'a pas du tout la prétention d'avoir inventé quelque chose d'abouti et de magique. Et je pense que c'est d'ailleurs un message qu'on aime bien passer aux collectivités, s'il y a beaucoup de collectivités qui sont là ou qui écoutent, c'est que en fait on a besoin de créer du partenariat avec les collectivités. On n'est pas une réponse magique à des problématiques qui sont des problématiques ancrées, sociétales, fondamentales en fait. Et par contre, ce qu'on fait et ce qu'on peut faire, c'est mettre notre énergie à essayer d'améliorer la situation. Et parfois on y arrive, mais on n'y arrive pas toujours. Et on a en tous les cas toujours besoin du soutien de la collectivité. Donc on intervient en tant que foncière pour acheter. Avant tout, notre métier, c'est d'investir et d'acquérir des immeubles, de logements, d'activités, des tiers-lieux. Donc c'est une des particularités qui nous est chère, puisque elle est liée à notre volonté de répondre à des problématiques de société. Donc ça passe aussi bien par le commerce que l'activité, que la logistique, que le logement. Donc on a envie d'apporter des réponses à tout ça. Et on aime bien tous ces sujets aussi. Et ensuite, une fois acquisition faite, on travaille sur la partie programmation, rénovation, évidemment financement, exploitation. On reviendra, je pense, sur la question de l'exploitation après. À la genèse de Belleville, on est 5 associés. On vient de milieux. Alors on s'est connus pendant nos études, mais on a tous pris des chemins assez différents. Certains vers le logement social, certains vers l'entrepreneuriat social, d'autres vers l'immobilier commercial, vers l'architecture. Mais ce qui nous a toujours réunis, c'est notre volonté en tout cas une certaine frustration de pas toujours comprendre pourquoi on faisait certains projets. Ni pour qui en réalité, voire même ni comment. Et donc on s'est dit, si on revient à la base, essayons de comprendre pourquoi on doit construire. Et ça a l'air simple, mais ça l'est pas tant, parce que beaucoup de constructions qu'on voit sortir de terre ont une logique purement financière et pas forcément une logique de fond et d'utilité. Pour qui on le fait? Est-ce qu'on est prêt à demander l'avis de ces des futurs bénéficiaires, jusqu'où on va aller leur demander leur avis, c'est encore un autre débat. Est-ce qu'on s'imagine, on s'est dit, est-ce qu'on s'imaginait habiter? En tout cas, comment on traite cette question, la question de l'histoire et la question du terme, la question du court ou moyen terme. Le sujet, le secteur de l'immobilier est très très contraint par une logique court-termiste, et donc la question de la foncière prend tout son sens dans cette problématique. Je l'ai dit un peu en introduction, mais le seul truc qui nous motive, c'est absolument pas l'immobilier, c'est absolument pas la construction ou la finance, c'est
quelques-uns de ces enjeux, on en a mis 4, mais globalement, ils regroupent assez bien ce qu'on fait. La question d'inclusion, les questions du logement, parce qu'on est en crise du logement aujourd'hui, il faut qu'on réponde à ces questions-là. Les questions territoriales qui nous rejoignent aussi, réunissent aujourd'hui aussi, et les questions écologiques. Donc, tout ce qu'on va faire a pour vocation, et ces quatre sujets, on peut les décliner en multiples sous-détails, sous-enjeux, sous-engagements. Et donc, à chaque fois, de manière très spécifique et sur mesure, on va essayer de comprendre, dans le contexte dans lequel on se situe, qu'est-ce qui peut améliorer la situation du logement, la situation économique, la situation de l'emploi, la situation de la mixité sociale, de l'écologie, etc. Et ça, il faut qu'on l'adapte aussi au territoire dans lequel on intervient, ce qui est évident, mais dans chacune de ces vignettes, les problématiques sont finalement assez... elles se répètent assez souvent dans un secteur, mais pour autant, elles sont très différentes entre une ville moyenne et une métropole. Et si je prends ces deux extrêmes, ou la zone rurale et la métropole, c'est qu'on va plutôt essayer en métropole de détendre une pression foncière vers des activités qui sont nécessaires et qui ont malheureusement vocation à quitter le centre de nos villes parce que la pression foncière est trop forte, et d'autre part des zones qu'on appelle détendues ou parfois même plus délaissées des investissements sont des villes dans lesquelles il faut ramener de l'intelligence, Raphaël en parlera bien, pour pouvoir recréer du flux, recréer de l'attractivité, recréer une dynamique. Voilà, vous avez une petite cartographie de nos projets qui sont principalement aujourd'hui autour de 3, j'allais dire régions, mais c'est pas des régions administratives, mais en tout cas l'Île-de-France. On est implanté ici à Paris, à Toulouse pour la région Occitanie, et depuis peu autour de Marseille et Montpellier. Donc on a appelé ça le pourtour méditerranéen. Voilà. Et donc vous avez quelques illustrations de nos projets, mais ce que j'ai plutôt envie de mettre en avant, c'est la variété des projets. D'abord parce qu'on adore faire des choses différentes, c'est le premier point. Deuxièmement parce que c'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais ça répond à des enjeux forts locaux. On travaille aussi bien sur un petit centre commercial de proximité qu'est le Clos Jacquin. On va travailler sur la question de la réactivation d'une ancienne école en centre-ville à Albi ou à Sens. On travaille sur des lieux tiers-lieux, des lieux de rencontre comme le TLM. Fédération Envie, c'est un entrepôt. Voilà. Donc c'est volontairement varié. Pour autant, les problématiques auxquelles on essaie de répondre sont celles que j'ai évoquées au début. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté mon temps, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si, très largement. Merci Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on prend d'ores et déjà des questions s'il y en a sur le chat? Sinon, moi j'en ai aussi. Mais... Alors, une petite question dans la salle. Concrètement, le modèle économique de la foncière, c'est quoi? Alors on essaye, on le veut le plus basique possible, et on en parlait justement à l'instant, on est assez inspiré de ce qui se fait classiquement. Donc nous, on investit des fonds propres dans des opérations. Aujourd'hui, on va essayer de minimiser nos apports en fonds propres parce qu'ils ne sont pas illimités. Donc on intervient à peu près à 20-30%, à hauteur de 20-30% en fonds propres dans une société de projet qui est aussi bien une SCI, une SAS, une SNC. Cette société de projet peut être capitalisée uniquement par Belleville ou par Belleville et des partenaires dont la Caisse des dépôts en co-investissement dans les DR avec qui on intervient, direction régionale, ou avec la collectivité si on intervenait dans une SIC, ou avec des porteurs de projets par exemple. Cette société, une fois capitalisée, fait appel à de la dette, donc un emprunt bancaire, et cet emprunt bancaire est remboursé par le loyer. D'où le fait que, voilà, je ne l'ai pas exprimé, mais c'était à mon sens évident, c'est que notre démarche est de louer le moins cher possible à la fin, et de caler ce loyer sur la capacité à payer des exploitants. Et donc, on charge à nous de louer le moins cher et de sélectionner les bons exploitants pour pas qu'il y ait une perte de valeur. Mais une fois que c'est fait, le loyer rembourse tout juste la dette. Et donc, on essaie de caler les deux. Maintenant, les grosses questions, et la Banque des Territoires nous a accompagnés en fonds propres, en quasi-fonds propres. Donc aujourd'hui, notre enjeu, il est de minimiser le coût de nos fonds propres pour pouvoir continuer à en avoir plus. Donc
faire plus de projets et que le coût de ces fonds propres soit minimisé au sein des structures projets. Voilà. Merci beaucoup. On a une autre question qui devrait vous intéresser et qui n'est pas forcément la plus compliquée en termes de réponse. Quand on est une collectivité, comment peut-on prendre contact avec vous ? Alors en fait, je m'attendais à une question soi-disant simple, mais qui l'est pas. Et je pense que Village Vivant a développé quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un énorme sujet pour nous, les sollicitations. Beaucoup de sollicitations, très difficiles à qualifier, que ce soit une collectivité ou un porteur de projet. Alors basiquement, on a un mail contact @belleville et on essaie de répondre à tout le monde. Après, une fois qu'on s'est dit ça, c'est surtout notre enjeu, il est de qualifier la sollicitation, de comprendre pourquoi cette sollicitation est faite, quel est le niveau de maturité de cette sollicitation et comment on peut y répondre. Est-ce que c'est notre métier d'y répondre? C'est-à-dire que, je prends un exemple tout simple, un porteur de projet nous sollicite et il est à la recherche de locaux. Nous, on n'est pas en capacité aujourd'hui d'aller chercher des locaux pour tous les porteurs de projets. Par contre, on commence à centraliser de la demande. Donc, on va peut-être, avec le temps, de plus en plus pouvoir faire matcher offre et demande. Une collectivité qui a un projet parfois pas du tout abouti, on va plutôt leur recommander de se tourner auprès de gens qui vont les aider à sourcer des porteurs de projets en local, les aider à qualifier des projets locaux. Et une fois que ça prend forme, nous, on peut plus facilement intervenir sur la problématique immobilière. Mais voilà, c'est vraiment, et la complexité du sujet, c'est que c'est sur mesure. Voilà, je disais, Raphaël, ils ont fait un questionnaire, peut-être en parler, mais c'est aussi une belle manière de qualifier les flux. D'accord. Et donc l'adresse mail, comme ça on va pouvoir la mettre dans le chat, c'est... Alors c'est contact@belleville en un seul mot avec un s.fr. Super, merci. Et on a une autre question qui vient d'être posée. Comment décidez-vous de vous positionner sur un projet? Quelle est la durée de portage moyenne des opérations? Alors, sur la décision, on est en train de la formaliser de plus en plus à travers des grilles d'impact, qui n'est pas forcément toujours le meilleur format, mais on est obligé d'y passer. Je plaisante à moitié, c'est-à-dire que c'est important pour nous, mais en même temps difficile parce qu'on a des critères qui sont quantitatifs et qualitatifs. Donc, comment on met un peu de subjectif dans une grille d'impact, c'est pas facile, mais on y travaille et on doit y travailler aussi avec la Banque des Territoires pour nous aider à trouver le bon compromis. Notre enjeu, on donne priorité à la question, les enjeux que j'ai cités, écologiques, sociaux, économiques, et donc là-dedans, on va essayer de quantifier les retombées possibles et positives de ce projet sur un territoire donné. Et si on collectivement, de plus en plus collectivement, en lien avec la collectivité aussi, on arrive à considérer que cet impact est positif et va dans le bon sens, alors déjà ça nous motive beaucoup pour travailler, pour avancer. Merci beaucoup. Une autre question qui est très en lien, hein, on voit que la question du modèle économique interroge, et on sait bien que derrière que ça renvoie projet par projet, mais quelles sont vos attentes en termes de rendement, nous demande-t-on dans le chat. Alors, c'est assez simple, nos rendements aujourd'hui, alors si je prends les rendements de toutes nos opérations, ça ne veut pas forcément dire que c'est nos attentes, mais nos attentes aujourd'hui, je dirais entre 4 et 7%. Tout dépend aujourd'hui dans le contexte économique dans lequel on est. Si vous discutez avec d'autres investisseurs en dessous de 4-5, c'est très très compliqué. Les banques aujourd'hui, le prêt, je crois que le taux de prêt interbanque dans une des banques que j'ai rencontrées il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire un prêt zéro en famille, entre eux, c'est 4-10. Donc à 4, ça passe plus. Donc on doit travailler. Avant 4, ça passait un peu mieux. Maintenant, c'est plus difficile. Et par contre, on a des opérations, nous, qui vont entre 3, 8, 4 et 13% de rendement, sachant que celle qui est à 13, c'est pas du tout qu'on a été mettre des loyers élevés ou etc. C'est juste qu'elle est dans un contexte qui fait qu'on a pu l'acheter pas cher ou dans ce contexte-là, parce que systématiquement, sur chacun des projets, on va essayer de maximiser nos impacts. Donc on a fait tout ce qu'on a pu pour que ce soit au max, et pour autant le rendement reste très très important, mais on a des opérations à 9%, 8% qui ont du sens, mais globalement je dirais aujourd'hui 6-7 quoi, 5-6. Voilà.
Je crois qu'on a épuisé les questions. Merci beaucoup, Alexandre. C'est ce qui était intéressant aussi, enfin, je me permets juste de souligner, mais c'est la dimension ESS du projet. C'est aussi de se dire, comme tu le disais très bien, on cherche à mettre les loyers au niveau le plus bas pour permettre aussi à des structures de l'économie sociale et solidaire, voire sur la partie logement, faire des logements sociaux, enfin voilà, avoir cet impact social qui est intégré dans le rendement tout en cherchant à trouver l'équilibre économique de tout ça. Et c'est aussi ça la caractéristique des structures de l'ESS. Pas forcément chercher à maximiser le rendement au plus haut, trouver un bon équilibre aussi entre différentes opérations, tout en maximisant les impacts sociaux et aussi environnementaux, parce que vous développez aussi beaucoup l'économie circulaire, le réemploi des matériaux dans vos opérations. Donc il y a vraiment tout cet équilibre délicat à trouver qui fait aussi la caractéristique des projets ESS, mais je pense qu'on va avoir une autre illustration avec Village Vivant. Donc je laisse la parole à Raphaël pour que tu puisses nous donner aussi des détails sur ton projet. Merci Linda. Bonjour à tous, présents et en ligne. Je te retourne. Tu as commencé par dire des choses très gentilles, donc je te le dis aussi. Ils nous apprennent à Belleville à l'immobilier, là où on ne savait pas trop en faire et où on ne comprend pas toujours tout. Et je le dis sérieusement parce que certains mécanismes qui sont évidents pour eux ne le sont pas du tout et on apprend beaucoup ensemble. Donc c'est un plaisir. Et moi je cite Terre de Liens, j'ai l'occasion, j'ai travaillé pour Terre de Liens et dans nos modèles il y a beaucoup de Terre de Liens et d'autres avant, Habitat Humanisme notamment. Pour vous présenter rapidement Village Vivant, c'est un défi toujours en 12 minutes si on veut aborder les critères, le pourquoi, l'histoire et le modèle économique, mais on va essayer. On part d'un double constat. Un constat qu'on faisait à l'époque, celui de la vacance commerciale, à l'époque où, quand on a commencé à réfléchir à Village Vivant, ce n'était pas un sujet ni médiatique ni politique. Il y a un rapport en 2016 de l'Inspection générale des finances sur la revitalisation commerciale des centres-villes. Il y a le livre d'Olivier Rasmont aussi pour nous qui est un élément déclencheur, comment la France a tué ses villes. Et donc on avait vu qu'il y avait quelque chose de ce côté-là. Et puis à côté de ça, j'ai travaillé à l'Association des maires ruraux de France. Je me suis battu pour la fermeture, enfin contre la fermeture et pour la sauvegarde des bureaux de poste, des écoles. Enfin, il y avait quand même une désertification des services publics. Donc c'est dans ce schéma-là qu'on a vu qu'il y avait un problème. Et à côté de ça, parce on voit plutôt des solutions, le Village Vivant, sur les territoires ruraux qu'on connaissait bien, on voyait des ressourceries, on voyait des magasins de producteurs, on voyait des cafés associatifs, des tiers-lieux. On voyait, nous, on vient, les fondateurs de Village Vivant, on avait monté un tiers-lieu avant. On a vu plein de choses qui réinventaient, qui cassaient un petit peu les codes de l'entrepreneuriat classique, là où la zone de chalandise, les flux, toutes ces choses un peu importantes pour le commerce classique n'avaient pas beaucoup de sens. Et pourtant, c'est les activités qui avaient le plus de mal à trouver des fonds, à aller voir le banquier, à aller voir le maire en lui disant « mais si, on est sérieux, on fait du développement économique ». Et qui, de fait, avaient du mal à avoir un local adapté, à acheter ou faire juste des travaux. Enfin. Donc, en croisant les deux, en venant de nos horizons différentes, et très vite, la question de l'immobilier rural, solidaire pour ces activités-là, s'est imposée. Et donc, Village Vivant, c'est ça. C'est une réponse à ça. C'est une coopérative immobilière rurale et solidaire. Le principe de base, c'est de répondre à une demande, un besoin d'un porteur de projet qui vient nous voir et qui a un blocage. Non, j'ai un projet de tiers-lieu, je ne peux pas acheter. Est-ce que vous pouvez le faire pour moi? Est-ce que vous voulez devenir mon propriétaire? Ce qui, au passage, est assez chouette dans la démarche. On choisit son propriétaire. Alors, nous aussi, on choisit le porteur de projet, on se rencontre. Mais ça, c'est intéressant dans la démarche. Donc, on est systématiquement sur des projets de l'économie sociale et solidaire. Associations, coopératives, et avec quelques petites exceptions, mais qui restent à la marge. Pourquoi? Première chose, parce que c'est notre ADN. On a parlé de transition écologique, on a parlé de transition sociale. On pourrait rajouter, nous, transition démocratique, transition entrepreneuriale. On croit profondément dans le modèle coopératif et dans la capacité aussi d'associations de mener des projets qui soient commerciaux, des projets de lieux d'activité. Ça, c'est l'éthique. Mais quand on fait de l'immobilier, quand on lève des fonds, des millions, il faut le traduire en gestion de risque. Un commerce coopératif,
c'est 85% de pérennité à N+5, là où un commerce classique, c'est 65%. Pourquoi ? Parce que c'est un projet collectif, c'est un projet qui est plus ancré, on revalorise pas ses parts sociales, il y a moins de turnover. C'est mécanique, on n'est plus dans le politique, on n'est plus dans l'éthique, on est dans la mécanique, on est dans la gestion de risque. Donc là, c'est une des raisons, voilà, typiquement j'ai illustré comme ça, où on pourrait prendre la ressourcerie ou le tiers-lieu qui réouvre une activité dans un village et qui ne déménagera pas au rond-point ou sur Internet pour augmenter ses flux, augmenter sa marge. Elle restera là. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est l'animation, la recréation de lieux sociaux que ces activités vont faire. Donc voilà pourquoi c'est toujours ces critères-là. Ensuite, on intervient, notre second critère, c'est la proximité. On intervient sur les territoires sur lesquels on connaît les réseaux. Et les réseaux, on le disait avant en off, mais ce qui peut-être est différent avec d'autres foncières, c'est que nous, on ne vient pas de l'immobilier, on vient des réseaux de la création d'entreprises, on vient des réseaux de l'entrepreneuriat, de l'éducation populaire en milieu rural. Et donc tous ces réseaux, ce maillage territorial de création d'activités, de connaissances fines des activités sur les territoires, c'est celui-là notre réseau. C'est pour ça qu'on intervient à 2h, 2h30 de chez nous, comme vous le voyez sur la carte. Je ne l'ai pas dit, on est basé à Cré dans la Drôme, avec une antenne à Clermont-Ferrand. Et ensuite, il faut un blocage immobilier ou une difficulté immobilière. Soit un porteur de projet ne peut pas acheter parce qu'il n'a pas la capacité. C'est le cas de l'auberge de Beauvre que tu connais en Ardèche. On a 4 entrepreneurs qui sont des super restaurateurs qui viennent de Lyon. Alors, tous nos projets ne viennent pas des grandes villes, hein. Certains viennent du territoire où ils s'implantent. Et c'est une auberge, on va avoir mis quasiment 1 million d'euros dans un village de 600 habitants sans commerce. Il n'y avait plus qu'un commerce. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Donc ils viennent nous voir, on achète, on fait les travaux. Et aujourd'hui, ça marche. Ils sont en pleine saison 8. Il y a une agence postale, il y a un point poste. Les enfants peuvent acheter leur pain au chocolat en sortant de l'école. Et vous pouvez y manger. C'est une cuisine au feu de bois. Ils sont référencés au fooding et ils font de la très bonne cuisine. Donc voilà, typiquement ce genre de projet. Autre blocage aussi ou difficulté, c'est plutôt que de mettre dans l'outil productif, je pense à une brasserie qui aurait pu racheter, mais plutôt que de racheter des fûts, des cuves, ouvrir la guinguette, ils auraient acheté l'immobilier et ils se seraient contraints sur leur développement initial et là tout de suite ils ont pu investir dans leur outil productif et on vient les sécuriser sur l'immobilier. Donc voilà, c'est ça Village Vivant, c'est un porteur, un projet, un bien immobilier, un territoire. Systématiquement, c'est l'adéquation entre ces 4 choses. Ah oui, c'est moi qui passe les slides. Alors, quel type de projet ? J'ai illustré, j'ai déjà donné des exemples. Aujourd'hui, on a 15 opérations immobilières. On va signer la 16e d'ici la fin de l'année. Donc, ça va assez vite. J'ai noté les chiffres. C'est quasiment 5,5 millions engagés aujourd'hui sur des opérations. Pour vous donner une idée, alors ça va d'une opération d'une épicerie de village dans la Haute-Loire, un bilan d'opération à 100 000 euros. Alors c'est tout petit, c'est le plus compliqué, c'est de faire du petit, mais c'est ce qu'on aime faire justement parce que d'autres ne le font pas. Jusqu'à l'auberge que vous voyez à Saint-Jean-Royan au col de la Machine, où on est à 1 million d'euros, et on est sur d'autres opérations qui peuvent aller aujourd'hui jusqu'à 2 millions d'euros, qui ne sont pas encore engagées, mais voilà. Donc on a vraiment toutes les tailles, mais plus c'est petit, plus c'est compliqué, mieux, plus on est pertinent à le faire. Dans les emplois, c'est 49 emplois. Alors, ce n'est pas les employés de Village Vivant. Aujourd'hui, on est 13 dans l'équipe. C'est les emplois dans les boutiques. Et on est bien conscient qu'on n'est que des passeurs. On ne crée pas d'impact social. Ce sont eux qui vont faire les choses sur les territoires. C'est leur travail. On est des outilleurs, on est des détaillants immobiliers. Et à eux revient le mérite de recréer de l'activité. Je regarde à Meximieux, c'est un espace de vie sociale. On n'est pas du tout dans une fonction commerciale, mais on est dans un espace qui est ouvert toute la journée, où défilent des centaines de personnes de tout âge, de tout milieu confondu, et on recrée de l'activité par des fonctions non commerciales dans des villes ou dans des rues. Et c'est ça qui va aussi refaire venir le commerce, en agissant sur les fonctions non commerciales. Je ne détaille pas les autres projets. Voilà, mais je pourrais répondre aux questions brasserie, auberge, multiservice, tiers-lieu, librairie. Moi, je donne juste, grosso modo, le type d'activité. Ressourcerie dans les Cévennes. Je dis un mot sur le montage, il me reste 2 minutes. 2, faut que je conclue. 2. Ok. Alors c'est le défi, mais que j'anticipe sur la question du modèle économique et du montage.
Alors pour faire ça, au début, comme on n'y connaissait rien, on voulait faire qu'une structure. On s'est vite aperçu que ça ne marchait pas. Donc on a créé une coopérative qui, pour retraduire cet esprit aussi fort, coopératif qui est le nôtre, qui intègre des collectivités, les premières sont en train de rentrer, des citoyens, des acteurs de l'ESS, les salariés, voilà, avec le principe d'une personne, une voix, et on a inscrit dans nos statuts la totalité de mise en réserve du bénéfice, dit autrement, il n'y a pas de dividende. Cette structure, elle lève des fonds auprès des citoyens. Aujourd'hui, c'est 500 associés, 500 sociétaires qui ont mis dans Village Vivant, et on vient de lever quasiment 1 million d'euros cette année. Et je crois qu'en termes de levée de fonds citoyenne, je n'ai pas repris mes notes, je suis désolé, mais on doit être à 3,5 millions, 4 millions depuis la levée de fonds. Sur soit titres participatifs à 1%, soit des parts sociales non rémunérées. Donc ce que viennent chercher nos investisseurs, c'est la slide d'avant, c'est les projets sur les territoires. Et bien sûr, un peu de gestion de risque et de solidité dans le modèle. On n'est pas... il parie pas. Cette société coopérative est l'associé commandité de l'ASCA, Société en commandite par action. Et avec cet investissement citoyen qui est reversé dans l'ASCA, on lève des fonds auprès d'investisseurs institutionnels, dont la Banque des Territoires, qui était là depuis le premier jour. Je fais mon bon élève, mais je le dis, c'est vrai que depuis le début et avant même tout ça, création de l'association de préfiguration, la Banque des Territoires était là, donc je rends hommage à cette belle maison. Donc l'ASCA lève des fonds auprès des investisseurs institutionnels. La dernière levée de fonds l'année dernière, c'était moins de 6 millions d'euros. Et cette foncière, elle investit dans des SCI qui portent les projets ou des grappes de projets, qui sont des véhicules juridiques pour isoler les risques. Voilà. Donc ça, c'est la base. Je vais le faire vite. On a 3 types de structures, on a 3 modèles économiques, 3 gestions de risques différentes. Et chapeauter tout ça par une coopérative qui est commanditée et gérante des SCI et qui est vraiment l'organe, la pièce fêtière de tout l'écosystème Village Vivant. Et ce qui permet de générer des flux financiers ou des flux de refacturation entre les structures pour équilibrer tout ça. Voilà, en essayant d'être bref, je ne sais pas si c'était clair, mais la présentation que je pouvais faire. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y a un certain nombre de questions déjà dans la salle et puis après on prendra les questions du chat. Bonjour, une question qui peut s'adresser à chacun de vous. Donc vous êtes tous deux représentants de foncières, donc qui investissent dans l'immobilier, mais j'imagine que vous ne prenez pas en charge la totalité du besoin de financement de chacun des projets. Donc comment est-ce que vous mobilisez d'autres investisseurs éventuellement et des financements bancaires surtout? Est-ce que vous avez du mal, parce qu'on parle quand même de territoires particulièrement délaissés ou fragiles ou difficiles, donc est-ce que vous avez du mal à mobiliser ces partenaires financiers et quels sont vos arguments pour qu'ils vous accompagnent et qui vous suivent? Alors en effet, je pense qu'on n'a pas le même modèle là-dessus. Donc nous, la logique, c'est de mobiliser les investisseurs dans les structures chapeaux, que ce soit la SIC avec les citoyens ou les investisseurs institutionnels dans la SCA. Mais on lève globalement et ensuite, projet par projet, on a des petits projets, donc on ne va pas aller relever typiquement projet par projet. On lève des enveloppes globales et ensuite on les investit, on a des procédures, des politiques d'intervention bien déterminées qui sont cadrées avec notamment les investisseurs institutionnels. Et donc, après, on est libre d'investir dans les projets. Enfin, libre. On a les critères, on a des seuils, etc. Mais c'est nous qui prenons les décisions d'investir dans nos SCI. Voilà. Et on ne va pas chercher d'emprunt bancaire. On le faisait au début dans les SCI. Aujourd'hui, on ne le fait plus pour le coût de la ressource, surtout au taux actuel, 4, 5, enfin, on est sur des projets. Moi, je ne sais pas payer des annuités bancaires sur des projets en territoire euro, quand j'ai une ressource aussi, d'un côté, qui ne me coûte pas très cher, qui est patiente et durable. On saura le faire quand on aura des produits, je le dis à chaque fois et je vais le redire, Alexandre sait ce que je vais dire, quand on aura des produits bancaires long terme calqués sur le logement social. Voilà, on manque aujourd'hui d'emprunts à très long terme avec des différés. On produit du bien commun, on produit de l'intérêt général. On est sur du temps long, on n'est pas sur du temps court. On est sur des publics
précaires parce qu'ils s'installent, c'est des logiques d'activité dans des territoires en revitalisation, mais on n'a pas accès à ces dettes-là. Donc, aujourd'hui, plus d'emprunts bancaires. On lève des fonds directement, SIC, SCA. Du coup, pour répondre à la question, on lève des fonds de manière globale au sein de Belleville. Belleville répartit ses fonds en fonction des projets. Et en effet, si jamais aujourd'hui la taille de nos projets ne nous permet pas de faire du 100% en fonds propres, même si je pense que c'est à terme une solution sur laquelle nous aussi on travaille, mais c'est une excellente solution. Voilà, de faire du 100% fonds propres et voire même ça va avoir un impact sur les loyers. C'est comme ça qu'on peut avoir des loyers aussi plus bas. Donc aujourd'hui on peut pas se permettre parce que les projets sont parfois trop gros. Aujourd'hui nous on a notre quote-part d'actifs, elle est d'environ 30 millions d'euros. Donc, on intervient sur 90-95 millions d'euros de projets. On a une quote-part d'environ 30% dans nos projets. Donc, ça veut dire que si jamais on avait voulu être à 100% sur tous nos projets, il nous aurait fallu 100 millions de fonds propres. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui veut nous les prêter pas trop cher, on se rapprochera de ce modèle qui est le meilleur, hein, clairement. Donc c'est un travail sur lequel on fait. Ça c'est une question plutôt liée au financement, mais après pour le co-investissement, donc on partage et je pense que c'est pas forcément que par dépit aussi, c'est aussi une question. On apprend, nous on co-investit beaucoup avec la Caisse des dépôts en réalité. Donc on partage nos expériences. On vient nous avec une boîte plus petite, assez agile. On apprend du retour d'expérience qu'on peut avoir avec la Caisse ou des acteurs locaux. Donc, les différents co-investisseurs possibles ça peut être la Caisse. Récemment, ça a été l'ANRU, par exemple, sur un projet à Marseille. On a souvent du co-investissement avec des porteurs de projets, ce qui amène une complexité forte, mais qui est hyper intéressant aussi parce que ça nous pousse à trouver une juste place et pas venir nous avec une posture très descendante d'investisseurs et on essaie de trouver un bon compromis avec les porteurs de projets et leur laisser leur place tout en gardant la nôtre aussi, qui est notre expérience et notre maîtrise des risques. Mais c'est aussi des co-investisseurs sur lesquels on intervient. Et après, on n'a pas eu, jusqu'à présent, je ne vais pas dire de bêtises, mais de co-investissement avec des collectivités. Pour autant, on ouvre tout le temps la porte. Mais c'est pas toujours repris, soit parce que le véhicule, qui peut être qu'une SIC ou une SEM, est pas toujours là, ou ça complexifie. Et surtout, je pense que c'est une question de temporalité. Donc la porte ouverte que nous on fait, c'est aussi de créer des structures qui sont adaptées à une ouverture du capital à la collectivité via sa SEM ou autre. Et nous on dit, on laisse cette place-là parce qu'on pense que la collectivité a un rôle à jouer dans la gouvernance du projet. Donc voilà, il y a une logique opportunisme financier, stratégie d'utilisation de nos fonds propres, et il y a aussi une logique plus ancrage territorial et ancrage projet par projet. Est-ce que je peux permettre de dire un mot? J'ai oublié de préciser un point important. Tu parlais des loyers bas. Un de nos caractéristiques par rapport à nos porteurs de projets, c'est on en a quelques-unes, mais c'est un loyer progressif et avec un différé. Il y a 1 an de gratuité de franchise de loyer réparti sur les 3 premières années pour que le loyer suive la même courbe que le chiffre d'affaires. On a un accompagnement des porteurs de projets. On ne fait pas que être bailleur, on signe à la revoyure du moment que vous payez votre loyer. Donc on les accompagne et on les suit. Et puis, avant ça, on est dans une coprogrammation des travaux, sur un triptyque fort, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et maîtrise d'usage. On conçoit ensemble les niveaux d'investissement dans les locaux. Et ça, c'est très important pour le succès du projet. Oui, une question du chat. Est-ce que vous avez, et c'est une façon de rebondir sur ce que vous venez de dire finalement, est-ce que vous avez eu des difficultés à convaincre les collectivités de la viabilité économique de vos projets? Alors oui et non. Oui quand on ne l'avait pas fait et non maintenant. L'exemple, c'est la meilleure façon de répondre aux personnes qui peuvent poser des questions. Mais c'est évident, je prenais l'exemple de l'auberge de Beauvais. Si on avait dit avant, si, on va mettre 1 million d'euros dans une auberge qu'on a acheté 85 000 € pour installer 5 jeunes, dont 2 ont une crête sur la tête,
Et vous allez voir, hein, ça va être un super resto, il y aura un point poste, etc. Personne ne nous aurait cru. Maintenant, ça marche et tout le monde vient. Voilà, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'échange. Enfin, plus d'échange. Si, il y a de l'échange, mais en tout cas, il n'y a plus de controverse. Après, on a appris à faire sans les collectivités. C'est-à-dire que dans nos réflexes d'instruction, on va rencontrer les élus quand on nous demande d'intervenir sur un territoire. Mais comme on agit à la demande d'un porteur de projet, on ne demande rien à la collectivité. C'est important qu'elle soit partie prenante, mais en fait, elle ne participe pas financièrement, et donc elle est très contente de nous voir arriver la plupart du temps, alors, sauf quelques petites exceptions. Et puis dans ces exceptions-là, c'est aussi, et on l'assume, dans certains cas, c'est de dire que la collectivité n'a pas forcément le monopole de l'intérêt général. Il y a différents niveaux de collectivité, et dans certains territoires, on peut avoir des élus qui ne soutiennent pas certains projets, et c'est pour ça qu'on va les soutenir. Parce qu'ils répondent à des critères globaux, on a des retours d'expérience, et on va faire ça. Et quelques semaines, quelques mois après, ça se passe très bien en général. Merci. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question? Je pense, oui, vas-y, Marianne. Quels sont vos critères de sélection? Critères de sélection, une activité de l'économie sociale et solidaire, je l'ai dit, il faut que ce soit sur un territoire sur lequel on intervient. Ensuite, il y a la viabilité économique du projet. Dans les métiers de village vivant, on a plus de personnes qui sont instructeurs spécialisés dans la création et l'accompagnement des entreprises que de personnes sur l'immobilier. Notre métier, c'est accompagner les porteurs de projets. Et on leur met à disposition un outil. Donc ça, c'est très important. Le temps qu'on passe en instruction, alors on a une instruction bâtimentaire sur l'ouvrage, avec des diags, on fait tourner des bilans d'opération, comme n'importe qui, mais on va surtout passer du temps à savoir si le projet économique est viable. Et là-dessus, on ne fait pas seul, on se base systématiquement sur un tiers validant. On a un France Active, un France Initiative, une banque, un incubateur social ou d'autres réseaux plus spécifiques sur les boulangeries, les épiceries qui vient auditer le projet, qui amène soit une garantie, soit un emprunt bancaire et qui dit, avec mes critères et mon expertise, je pense que ce projet est viable. Et nous aussi, on instruit pendant des mois ce projet-là, on le passe devant un comité d'experts qui dit, ce projet est viable. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas de locataires qui se cassent la gueule, même s'ils sont remplacés le lendemain de leur échec. On pourrait avoir 100% de taux d'occupation dans nos locaux et 100% d'échecs si tous les 6 mois, ils venaient à se renouveler. Et avoir un super bon bilan financier, 0 vacances, mettre dans l'échec absolu. Donc, c'est pour ça qu'on passe du temps sur les projets. Et il y a le fait qu'ils comprennent et qu'ils soient bien dans cette logique coopérative, sur les valeurs, sur le partage du risque, sur le fait de participer à la gouvernance et de co-construire le projet avec nous. Merci beaucoup. Et peut-être pour rebondir et conclure sur ce que tu viens de dire, je pense qu'un des points communs à vos deux projets, c'est vraiment l'attention très forte portée à l'exploitation. Enfin, vous l'avez dit tous les deux, vous n'êtes pas uniquement sur le volet immobilier, mais bien aussi sur la sélection des exploitants, l'accompagnement des porteurs de projets, l'animation des lieux. Et c'est aussi peut-être un des points communs de vos deux projets qui fait la force de vos modèles. En tout cas, merci pour vos témoignages, merci pour ces échanges. Et on va laisser la place à la table ronde suivante. Bonjour à tous. Ravie de vous voir ici en présentiel et en visio. Je suis Olga Chauffret et je suis responsable des investissements commerce au sein de la Banque des Territoires. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de parler des foncières de redynamisation sur un modèle un petit peu atypique. Et pour poser le débat, je voulais juste vous dire, je ne sais pas si vous savez, mais aujourd'hui dans le programme Action Cœur de Ville, nous avons à peu près 80 foncières de redynamisation qui sont créées en cours de création, qui s'appuient, comme l'a dit Isabelle en introduction, essentiellement sur l'économie mixte. Et donc quand on dit souvent, quand on parle avec des collectivités, quand on évoque le terme foncière de redynamisation, on pense à une SEM ou une filiale de SEM.
Mais comment faire quand il n'y a pas de SEM? Et quel est le rôle des acteurs privés, dont c'est le cœur de métier, dans ce genre de foncière et de partenariat? Est-ce que d'autres outils, dispositifs sont possibles pour les collectivités qui réfléchissent à des montages peut-être un petit peu atypiques? C'est en tout cas l'objet de notre table ronde d'aujourd'hui avec le maire de Sambrieuc, M. Guillard, avec Alexandra Brémaud, directrice générale du groupe Chessé, et Vincent Fournier, directeur territorial Côte d'Armor, Banque des Territoires, qui vont nous parler de leur foncière privée, foncière de redynamisation privée, qui sera pilotée par groupe Chessé. Et pourtant, on va bien évoquer le partenariat public avec la ville de Sambrieuc. Donc, ma première question, je voulais l'adresser à vous, monsieur le maire. C'est quelle était votre problématique finalement de Sambrieuc? Pourquoi avez-vous voulu monter cette foncière de redynamisation? Bonjour à toutes et à tous. Bien, en fait, Saint-Brieuc, c'est le cas classique d'une ville moyenne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Brieuc, c'est en Bretagne, sur la Bretagne Nord, c'est à un peu plus de 2 heures de Paris. Donc l'enjeu pour nous, pour ces villes moyennes, c'est des villes qui se sont vidées de leur commerce vers des grosses zones commerciales qui sont développées en périphérie. C'est des villes qui se sont vidées en matière d'habitat. C'est un commerce qui était vieillissant, c'était des loyers forts, c'était des cellules commerciales en mauvais état. Bref, ce que beaucoup de maires en France pourraient connaître et reconnaître. Et c'était surtout une action publique qui était fondée sur les subventions, l'incitation par l'argent public. Et quand on est arrivé, nous, en 2020, on a fait le constat que l'incitation par l'argent public, ça ne marchait pas. Ça ne permettait pas de résoudre ce problème-là. Donc, on s'est dit qu'il fallait aller plus fort et qu'il fallait sans doute racheter nous-mêmes des pas de porte. C'est la première étude que nous avons faite. Et ça nous a permis de mieux comprendre que le parcours marchand était beaucoup trop étendu, qu'il fallait aujourd'hui le resserrer, que les habitudes d'achat n'étaient plus les mêmes avec le digital et que si on voulait pouvoir refaire venir des habitants, il fallait qu'il y ait un avantage comparatif par rapport aux enseignes, une bonne raison de venir au centre-ville. Donc il fallait arrêter de courir après les enseignes qui étaient dans les zones commerciales, il fallait fabriquer une nouvelle expérience. Et ça, quand on raisonne comme ça change notre mode d'action. On s'est dit qu'il fallait acheter les pas de porte, mais Saint-Brieuc était vide en matière d'habitants, donc il fallait racheter les immeubles. On est allé chercher les traditionnels SEM, il n'y en avait pas sur le territoire de Saint-Brieuc. Il y a des SEM, mais pas des SEM qui sont en capacité de faire ça. On est allé chercher les foncières publiques existant sur la région Bretagne, qui nous ont vite dit qu'elles n'y trouveraient pas assez de rentabilité, que ce serait trop compliqué. Parce qu'au final, une fois que vous êtes sûr que vous avez le bon projet en rachetant l'immeuble, il vous manque une donnée hyper importante, c'est le porteur de projet. Et ça, la foncière publique, c'est pas sa spécialisation. Donc j'avais 2 problèmes. J'avais un pas de porte que je pouvais effectivement refaire au travers d'une foncière, j'avais pas les porteurs de projet et j'avais un problème d'habitat au-dessus. Parce que quand vous reprenez l'immeuble, il faut faire de l'habitat au-dessus. Donc la foncière n'était pas le bon outil en termes d'outils publics. Ça nous a amené à se dire qu'il nous fallait monter d'abord une concession qui rachète l'ensemble de l'immeuble, qui rénove le pas de porte et la partie habitat, qui sort l'habitat et qui va le remettre dans le marché concurrentiel, et qui, par une maîtrise de l'argent public, va faire baisser au travers du déficit le coût de revente du pas de porte. Il le repasse à la foncière. La foncière a maintenant un bien qui est économiquement viable, sauf qu'une foncière publique ne serait pas forcément commercialisée dans un projet stratégique de différenciation des commerces dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Et là, il nous faut chercher des prestataires qui savent le faire. Donc voilà à un moment donné pourquoi on s'est retrouvé bloqué, nous, l'hiver dernier. On n'avait pas de solution. Et moi, je suis persuadé que le partenariat public-privé, c'est ça. C'est mettre autour de la table des gens pour ce qu'ils savent faire. C'est pas utiliser l'argent public simplement pour de la subvention, c'est utiliser l'argent public pour faire baisser le coût. Et c'est demander aux privés qui savent commercialiser de le faire intelligemment avec leurs compétences. Alors après, il faut d'autres partenaires. C'est pour ça qu'on est allé chercher aussi des financeurs avec la Banque des Territoires, qui est un petit peu pour moi le garant. C'est un assembleur qui était en capacité de nous garantir que le contrat de gouvernance qu'on allait mettre en place, parce qu'on est bien avec une boîte privée, chez C, c'est pas du service public, et la foncière était donc privée, et il nous faut donc
quelqu'un qui nous permette d'assembler un contrat de gouvernance pour nous assurer que nos projets politiques soient bien réalisés par ceux qui seraient vraiment en capacité de le faire. C'était un petit peu ça la formule et le chemin qui nous a amené à arriver sur cette originalité. Merci beaucoup. Une question pour Alexandra. Donc, groupe Chessé, qui est groupe Chessé et comment vous êtes retrouvés à Sambrieuc? Bonjour à tous et à toutes. Tu me passes les slides, du coup? Super, comme tu veux. Hop, merci. Nous, chez C, en fait, on est une foncière qui existe depuis 30 ans. On est spécialisé dans le commerce. On a l'ambition de créer des projets qui se passent sur mesure. L'idée, c'est vraiment de créer des territoires vivants. Et pour ça, il faut une démarche qui soit durable et de long terme. Donc, notre foncière, elle a cette vocation-là. Je dis souvent qu'on n'est pas une foncière financière, dans le sens où on ne fait pas assez peu tourner nos actifs, nous. Habituellement, on est plutôt là pour le long terme. Quand je dis long terme, c'est 15 ans, 20 ans, enfin, voilà, aujourd'hui 30 ans. Et voilà, il y a plein d'actifs que l'on a depuis le début qu'on ne cède pas. Quand on les cède, c'est souvent pour les vendre aux exploitants, justement, parce qu'il y a du sens à ça. Pour faire ça, nous, on a décidé qu'il fallait qu'on intègre vraiment toute la chaîne de valeur et M. Guillard en a parlé aujourd'hui. Cette équipe pluridisciplinaire, ça permet vraiment d'aller à la recherche de techniquement, comment est-ce qu'on va concevoir les projets, mais aussi juridiquement, financièrement. Et aussi en termes de commercialisation, parce que c'est vraiment là la valeur ajoutée qu'on va apporter sur les territoires, c'est de porter cette vision quelque part du commerce que l'on va mettre en œuvre et en action sur ce territoire-là et pour mettre le bon porteur de projet au bon endroit. Et c'est ça qui est important et ce qui fera que le projet sera vraiment réussi. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on porte une vision du commerce commune au sein de l'équipe chez C. Et cette vision commune, ça fait que chacun d'entre nous est engagé quand on est en direct avec les élus ou avec la Banque des Territoires en réunion. Chacun de nos collaborateurs est capable de porter cette vision. Et ce qu'on nous dit souvent, c'est que du coup, c'est efficace parce que on a les réponses et les réponses, elles sont suivies par la direction et on sait qu'il y a un engagement et ça permet vraiment d'avancer. Et ça aussi, ça fait partie un peu de l'ADN chez nous, c'est d'avoir de la responsabilité, de l'autonomie de chacun et que chacun de nos projets puisse être porté comme ça au long cours. Et ce qui nous caractérise aussi, ça va être d'intervenir sur des champs très élargis. On n'a pas... Hop, si je passe ça, c'est un petit peu mieux. Hop. Nous, chez C, en fait, on intervient sur des petites villes, sur, vous voyez, projet Vénier, par exemple. Vénier, c'est une ville de 6000 habitants. Donc, on est sur une petite ville. On a créé tout un ensemble commercial là-bas. Et puis, on est aussi sur le cœur de Nantes. Donc, on a vraiment des typologies et de projets et de territoires sur lesquels on intervient. Et ça, c'est une force parce que ça nous permet de vraiment gagner beaucoup d'expérience, à la fois au niveau des porteurs de projets et puis à la fois aussi des niveaux de gouvernance et d'approche du commerce. Et on aime s'enrichir de ça et on trouve que justement c'est cette collaboration qui fait la richesse des projets et on cherche beaucoup ça, beaucoup ce partenariat avec les collectivités et quand à la question pourquoi est-ce qu'on vient à Saint-Brieuc, d'abord parce que quand on a rencontré le maire, moi j'ai senti un vrai projet de territoire, quelque chose qui était porté par la collectivité. Et nous, en tant que foncière privée, on a besoin d'une gouvernance, on a besoin d'avoir une vision aussi du territoire, parce que c'est difficile pour un porteur de projet privé de naviguer à vue, et on a vraiment senti ça, et ça a été le premier élément déclencheur, au-delà du fait que l'on croit à ce territoire-là, parce qu'il a les caractéristiques qui lui permettent de pouvoir se développer, et on en est convaincu. Mais aujourd'hui, ce partenariat futur, on l'a vraiment senti dans les échanges dès le départ, et c'est ce qui nous a convaincus qu'on pouvait aller là-bas, et parce que c'était une bonne échelle de territoire. Aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir travailler avec la collectivité de façon efficace. Et puis aussi parce que c'était l'opportunité de faire un projet en partenariat public-privé. On en fait souvent, on l'a fait sur Nantes, on le fait sur Rennes aussi, même en allant des fois plus loin que ce qu'on va faire sur la foncière là, à Saint-Brieuc. On a même créé des sociétés de portage immobilier, donc des foncières,
on va dire, public-privé. Donc dans le capital de nos sociétés, les SEM sont avec nous. Donc on a vraiment une structuration de portage qui va mixer jusque dans la composition de la foncière, le partenariat public-privé. Je voulais finir juste dans la présentation sur le fait que je pense que ce qui fait aussi la différence, c'est vraiment cette capacité qu'on pourrait avoir de rentrer en connexion avec les intérêts collectifs. C'est aujourd'hui ça, c'est-à-dire que je ne me définirais pas comme une entreprise de l'ESS, mais j'étais assez surprise de me retrouver quand même dans le slide de présentation sur le côté de l'envie d'être dans l'utilité de notre territoire, et c'est vraiment quelque chose qui nous porte, nous, chez C. Et aujourd'hui, moi, je convainc personne de rentrer chez C si c'est pour aligner des mètres carrés. C'est pas ça l'objectif. Aujourd'hui, c'est vraiment de faire des projets qui ont du sens. Et quand on est sur un projet de redynamisation comme Saint-Brieuc, c'est ça c'est un vrai projet qui a du sens parce que on a cette obligation de résultat. Et quand on aura fini, on pourra être fier de ce qu'on a fait. Merci beaucoup, Alexandra. Et ma question suivante serait posée à Vincent. Comme Monsieur le maire, tu as un petit peu déjà défini, enfin nous a défini la Banque des Territoires. Nous avons aussi joué un rôle dans la naissance de ce partenariat. Est-ce que tu pourrais en dire un petit peu plus sur la naissance de cette foncière ? Oui, merci Olga. Oui, alors le rôle au début était relativement classique et on a déroulé le process un peu habituel de montage des foncières, c'est-à-dire cofinancement d'études, cofinancement du poste de manager de commerce, etc. Et comme l'a dit Monsieur le maire, le fait qu'il n'y ait pas d'outil territorial prépositionné, on est arrivé à un moment un peu stressant où on s'est aperçu que malgré la connaissance fine du territoire, de ses besoins, de ses difficultés, du parcours marchand, etc., on n'avait pas embarqué d'opérationnel qui allait faire l'étape suivante. Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation un peu stressante dans tous nos programmes d'ailleurs d'investissement, où comment on passe du projet à l'idée. Et en fait, on pense que souvent, c'est qu'une question d'argent pour penser du projet à l'idée, mais c'est aussi beaucoup une question de compétences et d'engagement des uns et des autres. Donc, c'est un peu la période où on s'est rencontrés avec Monsieur le maire, parce que moi, je suis un peu récent sur le territoire. Et donc, on a dû faire un pas de côté avec ces études pour s'assurer qu'elles n'allaient pas remplir nos armoires et qu'on allait vraiment passer à l'étape suivante et ne pas être déceptif. Donc il a fallu un peu innover et utiliser notre carnet d'adresse, nos connaissances. Voilà. On a eu un peu de chance dans cette histoire, c'est qu'on se connaissait déjà avec Alexandra et on avait eu l'occasion déjà de créer la confiance entre nous, la connaissance réciproque du groupe Chessé et de la Caisse des dépôts. On était même allé jusqu'à la signature d'un pacte d'associés. Donc Alexandra avait survécu à la comitologie de la Caisse des dépôts et à nos pactes. Donc ça, c'est un bon point d'entrée. Il restait à créer la confiance avec le projet politique de Saint-Brieuc. Et j'allais dire qu'elle est dans ce cas-là un peu réciproque, c'est-à-dire que, évidemment, il faut convaincre la collectivité que les gens que leur présente la Banque des Territoires s'inscriront bien dans leur projet politique et seront bien en phase avec leurs ambitions. D'un autre côté, il faut aussi qu'on arrive à convaincre des groupes privés de s'intéresser à tel ou tel territoire, et c'est tout l'enjeu en ville moyenne, puisque ce qui les caractérise aussi, ces territoires-là, c'est une relative faiblesse ou absence d'opérateurs privés. On n'a pas ce problème-là dans les métropoles, où en général, on monte nos dossiers avec des partenaires qui sont préexistants et qui viennent nous voir. En ville moyenne, c'est un peu à nous de faire l'assemblage. Et donc ensuite, il a fallu prendre ce temps de la confiance réciproque. La confiance, ça se construit, ça prend un peu de temps.
On savait qui on présentait à Saint-Brieuc, d'abord parce qu'on a observé le groupe Chessé sur plusieurs territoires. Alexandra, vous travaillez souvent avec nos SEM, les SEM dont on est actionnaire. Voilà, territoire à Rennes, Alter à Angers, à Nantes, LAD, voilà. Donc, on savait que vous donniez satisfaction dans des collectivités qu'on connaît bien et qui sont exigeantes en termes de pilotage public. Et ça, c'était important de se rappeler ça. Donc, cette interconnaissance et amener le bon partenaire au bon endroit. On avait aussi un peu en tête que l'histoire de votre groupe, elle est née dans une petite ville. Et ça compte, c'est-à-dire que vous êtes une foncière qui sait opérer dans les petites villes et qui en est issue, donc ça c'était important. L'autre apport qu'on a essayé de faire, parce qu'au fond on avait quand même les défauts de nos qualités dans cette histoire, c'est qu'il fallait, la confiance c'est bien, etc., mais il fallait quand même la consolider par des outils. Et les outils sont ceux du schéma, c'est-à-dire qu'on articule une foncière, certes, qui est un tour de table privé, mais on l'articule très fortement avec une concession publique d'aménagement. On est allé très loin dans cette articulation en se donnant des règles du jeu très fortes et en élaborant un protocole tripartite, ville, aménageur, qui n'est pas encore là et qui va devoir rentrer dans ce schéma, et la foncière privée. Privée entre guillemets, parce qu'on est quand même vraiment dans l'économie mixte. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que notre difficulté initiale, qui était de ne pas avoir de SPL local, elle nous a amené à formaliser plus les choses. Et je pense que quand j'observe les foncières SPL, la confiance est déjà là entre la collectivité locale actionnaire et sa SPL. Et au fond, elle n'a pas tant que ça besoin de s'écrire un protocole pour mettre en face les règles du jeu. Nous, on a été obligés de l'écrire et je trouve qu'il est intéressant ce protocole et qui pourrait même servir entre une SEM et son actionnaire, parce que finalement, entre un actionnaire majoritaire, et ça on le sait aussi à la Caisse des dépôts, et sa filiale, de temps en temps, il vaut mieux se dire les choses et se les dire avant. Voilà, donc on pense que, enfin, on a créé à la fois cette confiance qui est aussi une rencontre entre des hommes et des femmes, hein, c'est sûr, mais aussi les outils pour que, à l'avenir, elle perdure sur un chemin qu'on a déjà commencé à écrire. Merci beaucoup, Vincent. Je pense qu'on peut passer un slide parce qu'on a le schéma de la foncière justement pour notre public qui voudrait peut-être approfondir un petit peu sur le montage. Et justement, mes questions suivantes, je voulais les adresser à vous tous. C'est concrètement comment ce partenariat va fonctionner et qu'est-ce que vous attendez les uns les autres, quels sont vos engagements, quels sont les rôles de chacun. Voilà, peut-être Monsieur le maire, vous voulez commencer? Votre micro ne marche pas. Voilà. La particularité, c'est que l'argent public, la puissance publique va intervenir avant la foncière. C'est ça le deal qu'on a monté. Nous, on récupère les immeubles, on met les fonds au travers d'une concession d'aménagement d'un concessionnaire public. On s'occupe de séparer le pas de porte de l'habitat. L'habitat, c'est très important dans le projet, mais ça ne peut pas rentrer dans la foncière. Et moi, j'assure par le déficit d'investissement, j'assure le bon prix pour la foncière. Donc, en fait, on est absolument obligé de travailler ensemble parce que l'immeuble que je dois racheter avec le pas de porte, il faut que la foncière soit d'accord sur cet immeuble-là parce qu'elle sait comment elle peut l'utiliser avec un porteur de projet dans la stratégie commerciale. Donc, les deux doivent travailler ensemble. On identifie ensemble au travers de la concession les immeubles, les pas de porte, on définit le prix de sortie. Moi, je dis combien je peux mettre pour que ça apporte le bon prix de rachat par la foncière et la foncière s'engage à y mettre le commerçant avec un jeu de péréquation. Il y a des pas de porte qui sont moins rentables, d'autres qui le sont plus. Et donc, je dois faire confiance à cette foncière privée
au travers du fameux pacte. Donc moi, l'argent public, c'est dans la capacité à récupérer l'immeuble, parce que si j'ai pas d'argent, j'ai au moins la règle, l'immobilier, c'est-à-dire que tous les droits qui me permettent de préempter et ainsi de suite, ça je l'ai. Par contre, ce que sait faire la Banque des Territoires et HEC, c'est de bien choisir les pas de porte, on va dire, dans une stratégie d'implantation d'un certain nombre de commerces qu'on aura discuté ensemble. Je pense que l'originalité, elle est là. Pour compléter un petit peu, effectivement, je rejoins ce que vous dites. Et d'ailleurs, ça a été vraiment bien écrit dans le protocole. On a vraiment des engagements mutuels. Et ça, c'est important, en fait, parce que chacune des parties sait exactement ce à quoi s'attendre et ce que l'autre attend d'elle. Et donc, la foncière, elle s'engage à acquérir, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des comités. On a plusieurs types de comités pour suivre le projet. Il y a un des comités qui est le comité acquisition travaux. Et là, on va déterminer quels sont les immeubles ensemble que l'on va réellement acquérir, avec une liste de critères qui va nous permettre de finaliser ces acquisitions-là. La foncière, elle s'engage à acheter tous ces pieds d'immeubles-là à un prix effectivement qui est déterminé. La foncière aussi a rédigé une feuille de route commerciale. Donc, on a partagé une vision du territoire d'un point de vue commercial avec la collectivité. Donc, ça, c'est un travail qui s'opère entre nous, chez C, et puis aussi la mairie, mais notamment les permanents de la mairie qui œuvrent au quotidien pour nous accompagner là-dessus. Et cette vision qu'on a partagée, c'est celle qu'on va devoir dérouler. Et l'engagement, il va jusque-là. C'est-à-dire que dans nos comités, on s'engage sur des loyers, dans des loyers qui sont des loyers modérés pour pouvoir atterrir une programmation qui soit particulière. On a deux objectifs, c'est redynamiser, mais aussi créer de la différenciation. Parce qu'aujourd'hui, l'idée du centre-ville de Saint-Brieuc, c'est pas de faire du copier-coller de ce qui se passe en périphérie, mais c'est bien de vraiment créer de la différenciation pour donner aux gens l'envie de revenir consommer dans le centre-ville. Donc il y a vraiment cet engagement aussi du côté de la foncière de respecter une feuille de route commerciale qu'on a définie ensemble, qui est une vision partagée du territoire, et c'est là où on rejoint en fait entre le privé et le public, on partage une vision qui a un intérêt collectif en fait au niveau territorial. Et ça, c'est un des engagements, voilà, c'est un des autres engagements que l'on a. Oui, juste en complément pour rappeler qu'il y a un troisième partenaire qui est le Crédit Agricole des Côtes d'Armor. Voilà, qu'on est arrivé à embarquer dans cette foncière. Alors c'est important à deux titres. D'abord parce que on joue l'effet de levier bancaire et donc on peut travailler grâce à ce partenaire très en amont la bancabilité de chaque projet et la capacité à lever des financements. La deuxième chose, c'est que c'est un groupe bancaire très implanté localement et qui a aussi une bonne connaissance des commerçants, qui sont aussi ses clients. Voilà, c'est aussi un apport de connaissances territoriales. Voilà, et ce que je voulais rajouter, c'est que notre foncière, elle est très accrochée à cette concession pour tout ce qui concerne l'hyper-centre-ville de Saint-Brieuc, mais elle garde son agilité privée, en ce sens qu'elle peut, et elle a commencé, à pouvoir agir de gré à gré avec des commerçants hors zone de l'hypercentre, lorsqu'elle estime qu'il y a des endroits stratégiques qui sont intéressants d'acquérir. Voilà, et donc là, elle retrouve toute son savoir-faire de privé à ce moment-là. Okay, donc pour résumer, on comprend bien qu'il y a deux, si je peux dire, sourcing de foncières, une par la concession et l'autre à l'amiable. La question que je voulais poser, c'est les relations entre la foncière et la concession. Est-ce qu'elles sont déjà calibrées en amont? Est-ce que la foncière a un impact, a une influence sur la concession ou dans l'autre sens? Donc ça, je pense que c'est une question intéressante aussi pour les collectivités. En fait, on a vraiment travaillé avec la collectivité main dans la main pour rédiger le cahier des charges de consultation du concessionnaire. Et ça, c'était vraiment important. Et je pense qu'une des clés de la réussite d'un projet comme celui-ci, c'est que le commerce soit vraiment mis dès le démarrage, en fait. Enfin, il faut vraiment que et la foncière et les acteurs soient autour de la table dès le début. Parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'il fallait vraiment tout aligner.
Et donc ça nous a permis, quand on a rédigé le protocole, on a tout fait en parallèle, le protocole, le cahier des charges de concession, ce qui fait que tout est lisible, et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que tout le monde sait vers quoi il doit aller et à quoi il s'engage, y compris le concessionnaire. Donc le concessionnaire aujourd'hui, dans le stade où on en est arrivé aujourd'hui, donc le cahier des charges a été envoyé, la consultation est en cours, les réponses sont attendues pour le mois de janvier, et on a donc prévu une phase entre février et mars de partage en fait et de réajustement, parce qu'on sait très bien qu'en est 3 et pas simplement collectivité foncière, il y a aussi le concessionnaire. Donc il y a vraiment un volet partage important qui permet de réajuster les attendus des uns et des autres. Et après c'est dans le travail au fond, les comités dont on parle, où on a travaillé aussi un peu comme du coup ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que c'est un homme, une voix, enfin on va dire une institution, une voix, et on a l'obligation de se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'on est sur un vote à l'unanimité. Et ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que tout le monde a sa voix, et à la fin on doit vraiment être dans un partage des ambitions qu'on a et des décisions qu'on prend. Je voudrais rebondir là-dessus si c'est possible. Bien sûr, c'est à vous. Oui. Ça, c'est un élément difficile. C'est ce qu'a conclu ce que vous venez de dire. Ça a été un élément difficile parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans la puissance publique. D'abord, on ne confie pas les clés, on ne partage pas, on reste toujours dominant. Et là, quand on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas dérouler le projet comme on fait habituellement, étape par étape, une consultation, un appel d'offres, un choix, puis on recommence et ainsi de suite, et on met les briques les unes derrière les autres, quand on a compris que ça ne pourrait pas marcher comme ça, il a fallu sauter dans le vide, se dire, OK, on va être obligé de totalement partager la machine, avec le groupe Chessé, avec le Crédit Agricole et avec la Banque des Territoires. On va être obligé de se mettre à même niveau de regard et donc les intégrer dès le début de la démarche. Et je peux vous assurer que ça, pour la puissance publique, c'est un peu difficile et je pense que c'est ce qui vaut le coup. À un moment donné, comprendre que les 3 acteurs sont à même niveau de regard, chacun pour ce qu'ils sont, et donc il faut intégralement partager les données dès le départ. C'est la clé je pense que c'est ça la clé de la réussite. Si on veut absolument garder un coup d'avance et le pouvoir, ça ne marchera pas. Voilà. Je partage entièrement. La clé de la réussite, c'est vraiment le partenariat. Et c'est clair. Aujourd'hui, on a beau écrire, on fera un comité une fois par trimestre, etc. Dans la vraie vie, nous, l'expérience que l'on a, c'est pas comme ça que ça se passe. On se passe un coup de téléphone, t'es d'accord, pas d'accord. Enfin, c'est tellement fluide et c'est l'objectif qu'on va avoir, c'est de rendre les choses très fluides et vraiment dans une relation partenariale extrême. Et c'est l'essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas cette vision, enfin, s'il n'y a pas l'audace à un moment d'un politique capable de dire mais je vais changer un peu mes règles pour aboutir à mon projet de territoire, j'avoue que ça posait des difficultés. On comprend que la convergence, c'est la clé, c'est le partage des mêmes valeurs entre vous. J'ai envie de vous poser peut-être une question un peu piège. Comment vous allez faire quand vous ne serez pas d'accord ? Qu'est-ce qu'on dit, monsieur le maire? On sera obligé d'être d'accord de toute façon. On n'a pas le choix, on doit voter à l'unanimité. Donc on sera obligé d'être d'accord. Il faudra que chacun fasse du consensus. Les moments où on ne sera pas d'accord, c'est les moments où on sera en train de discuter de nos intérêts propres et pas de nos intérêts partagés. J'imagine que peut-être qu'à un moment donné, on ne sera pas d'accord sur un sujet parce qu'en termes de rentabilité, par rapport au groupe Chessé, ça ne va pas coller, ou parce que moi, j'aurai un regard politique sur telle cellule parce qu'elle me semble dans la relation sociale de la ville plus importante alors qu'elle n'est pas en lien avec la stratégie. Ça veut dire qu'on ne sera pas d'accord au moment où on s'est écarté des fondamentaux du sujet. Je pense qu'on est assez adulte, et puis on l'a écrit dans le protocole, qu'on doit être d'accord sur les fondamentaux du sujet, pas autre chose. Autre chose, ça se traite ailleurs. Donc on sera capable de se le dire, et je pense que de mémoire, c'est écrit comme ça. C'est tout à fait écrit comme ça, et le sujet de la rentabilité, parce que forcément c'est celui-ci quand on est entre la puissance publique et le privé, et on s'est écrit ces sujets-là sur la rentabilité, c'est-à-dire qu'on a clairement annoncé une rentabilité raisonnable, hein, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la rentabilité. Nous, chez C, clairement, ce ne sont pas les projets les plus lucratifs, mais c'est tellement ceux qui
porte le sens de notre action et de ce que l'on fait, que ça vaut le coup de mettre notre expertise et notre énergie pour ces sujets-là. Et c'est vraiment l'ambition qu'on a et ce qu'on cherche là-bas. Et voilà, donc je ne vois pas comment ça ne pourrait pas marcher. Oui, alors c'est aussi beaucoup notre raison d'être, notre histoire et notre rôle d'être entre le public et le privé, d'avoir des savoir-faire d'investisseurs et de savoir discuter avec des grands groupes privés, mais aussi d'être au service de l'intérêt général. Et donc, nous, on a une certaine expérience quand même pour faire rapprocher les points de vue. Et souvent, on se dit on parle intérêt général aux groupes privés en leur disant vous œuvrez sur un territoire, vous y êtes pour longtemps, il faut vous inscrire dans une politique publique. Et on parle aussi parfois un peu business avec les collectivités en leur disant il faut que les opérateurs privés sur votre territoire y trouvent leur place et leur intérêt. On a comme ligne guide le fait qu'une ville qui va bien, c'est une ville où la mixité des acteurs et la mixité des financements est présente. C'est pas une ville qui est portée à bout de bras par le public. Et donc voilà, les élus le savent bien et le voient, et c'est l'histoire de la construction de nos villes. Quand on regarde les plans, on voit bien que certains objets importants de l'urbanisme ont été agis par l'initiative privée, d'autres sont à la main du public. En Bretagne, certains sont militaires, d'autres religieux. Voilà. La ville, elle est faite de cette complémentarité. On parle parfois de mixité sociale, mais il faut aussi avoir un petit regard sur la mixité des financements qui font la ville et des opérateurs qui font la ville. Voilà, je pense que le groupe Caisse des dépôts, quasiment depuis l'origine, il est à cette articulation-là entre les deux mondes. Il ne faut pas se tromper, hein. Il y a beaucoup d'argent public qui est mis sur la table, hein, parce que nous, c'est un projet sur 8 ans, on met en moyenne 500 000 par an, donc on va être sur 4 millions. Et 4 millions qui simplement servent à réduire le coût de revente pour la foncière. Donc chacun met ce qu'il a à mettre, on va dire. Les partenaires privés vont mettre une partie de fonds propres dans la foncière. Moi, j'interviens pas dedans. Je suis meilleur en amont au travers de la concession. Et l'État nous aide à réduire aussi ce déficit. Donc il y a quand même beaucoup d'argent à mettre sur la table. Il ne faut pas croire que tout sort de la banque. Très bien. Ça rejoint justement quelques questions peut-être un peu plus techniques sur le modèle économique, rentabilité que vous avez déjà un petit peu évoqué. Peut-être si vous voulez rajouter un peu en termes de volumétrie de la foncière, de financement, de la manière dont vous allez procéder pour acquérir les cellules commerciales qui ne seront pas dans la concession. Donc je pense que ça peut intéresser aussi et les collectivités qui nous écoutent et nos collègues. On pourrait peut-être remettre, au tout début, il y avait le périmètre. En fait, on a déterminé 2 périmètres d'intervention. Donc, il y a un périmètre que vous voyez à l'écran qui est vert. Ça, c'est un périmètre prioritaire, donc sur lequel la foncière a l'obligation d'aller acquérir auprès du concessionnaire. Dans ce périmètre-là, on s'est engagé dans la volumétrie à peu près à acquérir une quinzaine de rez-de-chaussée commerciaux, ce qui fait environ 1500-2000 m². Et puis, on a un périmètre violet où là, le concessionnaire va avoir une intervention aussi, et on verra en fonction de la commercialité des lieux, du coup, si la foncière intervient. Et l'idée, c'est que on souhaitait que la foncière, elle ait effectivement 2 sourcings, tu l'as dit, Olga, c'est-à-dire à la fois des pieds d'immeubles qui arrivent du concessionnaire et aussi du marché libre. Donc là aussi, on a une quinzaine. Donc on est sur une volumétrie d'une 30
trentaine de commerces à acquérir dans les 10 ans. Le protocole qu'on a signé aujourd'hui, voilà, il est sur cette échelle de temps. Il faut le temps au commerce. En fait, l'immobilier, il y a un temps long. Aujourd'hui, on ne peut pas dire en un an, en claquant des doigts, on va trouver 30 rez-de-chaussée à acheter sur le centre-ville. D'ailleurs, ça ne serait pas soit un bon signe, soit une bonne image qu'on donnerait, parce que ça signifierait qu'on fait razzia sur tout ce qui se passe, et ce n'est pas du tout l'objectif. On est vraiment là pour créer, en fait, l'ambition vraiment, c'est... On disait redynamisation, mais c'est aussi parce qu'on veut travailler sur une stratégie d'influence. C'est-à-dire qu'à un moment, on va choisir méthodiquement certains pieds d'immeuble et pas d'autres, parce qu'on sait qu'ici, en redynamisant et remettant un porteur de projet, on va créer une émulation dans cette partie de rue pour donner envie à d'autres de réinvestir. On n'a pas du tout vocation à aller acheter tous les pieds d'immeuble. Et cette stratégie, voilà, d'influence, elle est très importante dans la foncière. Je n'ai pas du tout répondu à ta question, par contre. Si, partiellement, et peut-être un peu en volume d'investissement. Comment ça a été estimé, quels objectifs de volume peut-être vous donnez, comment ce sera financé? Alors, qui répond? Parce que pour la ville, c'est simple, c'est 4 millions au travers de la concession. Voilà, et pour la foncière, comme l'a dit Alexandra, l'idée c'était pas d'être monopolistique sur le commerce de Saint-Brieuc, mais c'était quand même d'avoir un effet d'échelle pour peser, voilà, et d'être un peu dans l'exemple, pour entraîner aussi les commerces que peut-être on n'aura pas vocation à acquérir, hein, mais qui par cet exemple de redynamisation vont rentrer dans un processus. On s'est donné, alors on avait fait des études préalables qui commençaient à nous orienter pas mal sur la volumétrie. On s'est concentré c'est pour ça que le plan est important, sur les rues essentielles, c'est-à-dire que on n'a pas souhaité faire du saupoudrage, on a souhaité concentrer le tir sur ce qui se voit et qui va être entraînant. On s'est donné une marge assez large, entre 15 et 30 commerces, on va dire, c'est un peu ce qu'on se dit entre nous. On verra comment l'avenir va se dessiner. Voilà, et on estime avoir... on a simulé une certaine rotation des actifs, en se disant qu'une fois le travail de recommercialisation, de réanimation fait, ça pourrait revenir dans le privé. On peut aussi discuter avec des preneurs qui, une fois installés, pourraient devenir en position d'acquérir leur local. Ça reste assez souple. C'est vraiment un fonctionnement de foncière, c'est-à-dire qu'on s'est donné des règles sur des objectifs plutôt que sur des choses trop figées pour pouvoir évoluer. Mais voilà. Moi, je voulais rajouter qu'il ne faut pas oublier, et c'est toujours évacué dans ce genre de projet, qu'il y a une très forte dimension d'habitat. En centre-ville, le pas de porte, il est en bas d'un immeuble et qui généralement a condamné avec l'histoire l'habitat aux étages. Ça, c'est le boulot de la concession. Et pour nous, les élus, c'est un élément très important parce que les études qu'on fait dans un centre-ville nous montrent que 60 à 70% des clients des commerces sont les habitants du centre-ville. Donc la clé, c'est vraiment pas d'aller s'embêter dans un premier temps, aller chercher tous ceux qui sont en périphérie. La clé, c'est vraiment de densifier l'habitat, notamment l'habitat de proximité, les appartements au-dessus, parce que c'est eux qui vont activer les commerces et qui vont les identifier. Donc nous, on est vraiment dans l'idée de mettre de l'argent sur cette concession, mettre de l'argent dans la capacité à revendre et à racheter des parties d'habitat, avoir peut-être une action très forte au travers de l'ORI. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais globalement, l'ORI, ça nous permet de cibler des immeubles en très très mauvais état, d'imposer les travaux, voire d'exproprier. Donc on utilise toute la batterie des outils réglementaires et qui est la force de la puissance publique. Nous, la force de la puissance publique, c'est d'abord la règle, c'est la loi. Donc on l'utilise parce que notre priorité, mon boulot à moi, c'est d'abord de faire en sorte qu'il y ait des habitants. Et je transfère le boulot du bon choix des commerces et des porteurs de projets à la foncière qui savent faire ça mieux que moi. Très bien, merci beaucoup. Mais finalement, à vous écouter, nous avons l'impression que c'est le partenariat idéal
pour redynamiser les cœurs de ville de nos villes moyennes, si je peux le dire. Est-ce que, une question aussi pour provoquer un petit peu le débat, est-ce que finalement, l'un sans l'autre, vous pouvez faire ce genre d'opération groupe Chessé sans le soutien politique et monsieur le maire, la collectivité, sans l'acteur privé? Je veux bien commencer. Moi, je peux faire sans eux, mais ça va pas bien marcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais jamais maîtriser une vraie stratégie d'implantation de commerce avec la bonne péréquation qui va bien. Mais c'est ce que font toutes les autres collectivités, hein, généralement au travers d'une SEM, ils tentent comme ça. Et ma perception des choses, c'est qu'un investisseur peut essayer de le faire aussi, mais si tout investisseur dans une ville qui n'a pas le soutien de la ville, généralement, ça marche pas bien. Mais ça, c'est mon point de vue. Alors, à vous de me dire ce que vous en pensez. Je partage complètement. Je pense que faire une foncière de redynamisation dans un centre-ville dans lequel la collectivité n'est pas partie prenante, je ne vois pas comment c'est possible. Ça voudrait dire qu'on va acheter à droite à gauche quelques pieds d'immeubles. Bon, au hasard des ventes peut-être, mais je pense que ça n'aurait pas de sens. Et surtout, je pense que ça n'aurait pas de sens. Ça aurait peut-être du sens pour le privé, mais en tout cas, jamais on arriverait à l'objectif de la redynamisation, puisqu'on ne porterait pas cet intérêt dans le choix des porteurs de projets, qui sont ceux qui doivent donner une nouvelle image au centre-ville. Merci Alexandra. Et finalement, peut-être en conclusion, la dernière question que je peux vous poser à tous, c'est quelle méthode, quelle recette ou quelle solution vous pouvez conseiller aux autres collectivités qui sont en recherche d'outils face à ces problématiques comparables à celles de Sambrieuc? Oui, je veux bien commencer. Quand je disais tout à l'heure que les études ne nous avaient pas permis de franchir un cap tant qu'on fasse rentrer le groupe Chessé dans le partenariat, c'est aussi parce qu'on était resté peut-être un peu en surplomb avec des visions macroéconomiques, des visions d'urbanistes et pas un regard à hauteur de commerçants, voire à hauteur d'habitants. Et Monsieur le maire a raison d'insister sur le logement. Il faut aussi travailler sur les mobilités. Voilà. Et tout ce qui est le travail le savoir-faire qu'a apporté Chessé en termes de parcours marchand, de typologie de commerçants, de porteurs de projets, de modalités d'accompagnement des porteurs de projets, c'est vraiment des éléments qui doivent être intégrés dans nos réflexions préalables. Si on les loupe, je crains que on crée des foncières et puis qu'après on se dise maintenant j'ai mon outil et où je commence, par qui je commence, comment je commence. Là on s'est posé de façon très poussée ces questions-là et du coup on sent bien que dès qu'on va exister, puisqu'elle va se créer dans les semaines qui viennent, elle va démarrer. Parce qu'on a anticipé tout ça et qu'on est vraiment prêt à acquérir. Les discussions sont déjà en cours, à la fois avec des cédants, mais aussi avec des futurs locataires, porteurs de projets. Voilà, moi je dirais que dans les critères de réussite, il ne faut vraiment pas louper cette descente micro à hauteur de commerçants et d'habitants et de clients. On s'est dit que ce qu'on avait pu apporter nous au projet, c'était la mise en mouvement, la mise en action en fait de la volonté, de la vision. C'était ça, c'est de rapporter l'expertise. Et quand tu dis qu'est-ce qu'il faut, mais moi je trouve que ce qui est prépondérant, c'est quand on arrive à mixer nos compétences réciproques. C'est-à-dire que la collectivité, elle connaît vraiment bien son territoire. Quand on bosse avec eux, on a des experts du territoire en face de nous qui sont capables de aussi nous apporter énormément. Nous, on a notre expertise de commerçants, on va dire ça, parce que comme tu le disais, Vincent, nous, on va porter la voix des futurs commerçants. Ils sont pas là, mais il faut que quelqu'un parle en leur nom et donc soit
soit capable de donner des directives ou des orientations qui vont faire que lorsqu'ils vont atterrir dans les lieux, ils auront tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Et nous, on va, à travers notre comment on va dire, notre expertise, ou en tout cas toutes les disciplines qu'on englobe, avoir cette analyse 360 et vraiment se mettre à cette place-là pour que derrière ça fonctionne, parce que c'est bien l'objectif derrière. Comme on est une foncière, on est engagé à long terme, c'est-à-dire que si le porteur de projet atterrit dans un endroit et qu'au bout de 6 mois il n'est plus là, on aura tout perdu parce que pour le coup on n'a pas de loyer, on a perdu l'image du projet qu'on voulait faire atterrir. Donc on a cette obligation de résultat qui nous oblige sincèrement, quoi, en fait. Et moi, j'inverserais la réponse en disant qu'est-ce qui peut faire rater? C'est l'affreux temps long. C'est atroce. Comme là, ça fait 3 ans, on a l'impression d'être dans un marécage de temps long englué. Et aujourd'hui, à l'expérience de tout ça, si je réécrirais, moi, une procédure, une sorte de logigramme de ce qu'il faut faire, et je suis sûr que je réduirais largement d'1 année cette espèce de magma collant du temps dans lequel on ne sort pas. Et je suis d'accord avec vous, Alexandra, à un moment donné, la découverte de l'opérateur privé, c'est le moment où l'action se met en marche, et c'est ce qui nous sauve. Parce que sinon, on a vraiment l'impression d'être englué dans quelque chose et de ne pas s'en sortir, quoi. Nous, on est arrivé en février, en fait. C'est pour ça, enfin, je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, c'était un peu l'échange qu'on avait au moment où on est arrivé vous voir la première fois, c'est de se dire, bon ben voilà, il y a eu des études, et puis ça prend du temps, etc. Et effectivement, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette mise en action, parce que nous, on est des porteurs de projets privés. L'action, c'est ce qui nous fait vivre. Si moi, j'ai pas de projet, et si on met pas en mouvement notre entreprise, bah, à la fin du mois, on ne sait pas payer les salaires, quoi. Donc, du coup, ça caractérise aussi un porteur de projet privé qui va être dans une intervention dynamique forcément liée à la rentabilité, parce que le temps, c'est de l'argent, hein, on le sait. Et si nos projets n'avancent pas, c'est l'entreprise qui n'avance pas. Et du coup, cette dynamique-là, on arrive à l'insuffler. Mais je rebondis quand même, je suis désolée, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est parce qu'il y a, j'imagine, plein de collectivités qui nous écoutent. Et moi, je vous invite vraiment à structurer votre vision, à savoir ce que vous voulez, parce que si on arrive dans un territoire et qu'en fait on n'a pas de réponse en face de nous, on sait qu'on veut ci, qu'on veut ça, mais il n'y a pas une vision portée, ben ça aussi ça va prendre beaucoup de temps et du coup ça va plomber un peu le temps du projet. Et on sait que le temps politique en fait il n'est pas si long que ça. Et si déjà il faut beaucoup de temps pour mettre en place une vision, du coup le projet peut en pâtir. Très bien, merci beaucoup à vous tous. On pourrait peut-être maintenant passer le temps aux questions. Oui, alors je crois qu'il y a une question dans la salle. Oui, bonjour. Je voulais savoir si les chambres consulaires et les agents immobiliers font partie du périmètre de partenariat ou de concertation et à quelle hauteur dans l'échafaudage juridique. Alors oui, d'ailleurs, il a même été question à un moment que la CCI fasse partie du tour de table de la foncière. Et en fait, la CCI avait des fonds à mobiliser et ils ont porté leur intervention plutôt sur l'accompagnement des porteurs de projets. Et donc, du coup, sont sortis du champ d'investissement. Par contre, ils restent avec nous dans les comités. Donc, on a parlé tout à l'heure d'un comité sur les acquisitions. Donc là, on va choisir quels sont les pieds d'immeuble. On a un comité de commercialisation aussi. Ce comité-là, avec la collectivité, on va déterminer est-ce qu'on est OK, pas OK sur tel ou tel porteur de projet, tel ou tel loyer. Donc dans la transparence, on va quand même relativement loin. Et justement, la CCI sera partie prenante à ce moment-là, à la fois pour accompagner dans le choix, mais aussi pour aider les porteurs de projets dans un accompagnement plus entrepreneurial pour la mise en place de leur projet. Oui, alors Alexandra a raison, on mobilise la CCI pour l'accompagnement des commerçants et notamment des commerçants qui sont créateurs d'entreprises. On mobilise aussi l'économie sociale et solidaire pour faire le lien avec la plateforme, avec la table précédente, au travers de la plateforme d'initiative locale de France Active, puisqu'on a bien l'intention dans nos commerçants de faire une place
aux créateurs locaux, à des commerçants innovants qui se lancent aussi. Et d'ailleurs, le modèle économique en termes locatifs qu'on a favorisé, c'est pouvoir donner du temps et de ne pas être trop dur sur les loyers pour pouvoir donner aussi leur chance à de nouveaux commerçants. Donc toute la sphère d'accompagnement de la création d'entreprise, consulaire et ESS, va être mobilisée autour du projet. Raphaël Boutin de Village Vivant. Donc pour ceux qui ne voient pas, je suis intervenu juste avant. Alors une question qui s'adresse à vous tous et peut-être plus à Monsieur le maire. Alors déjà bravo pour ce que vous faites. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'établissement public foncier chez vous. Vous avez un peu le rôle de porter le foncier, de le dérisquer en faisant l'acquisition, porter les risques constructifs. On se disait avec Alexandre, on aimerait bien travailler avec des élus comme vous. Si vous portez ce risque-là, on est prêt nous à racheter derrière aussi les locaux. Donc, ma première question, c'est comment vous financez ce déficit d'opération? J'ai entendu 4 millions d'euros. Est-ce que c'est fonds RLA, fonds friche, fiscalité ou autre? Première chose. Et la seconde, vu que vous prenez la collectivité, finalement collective, le risque, une partie du risque constructif, est-ce que vous avez, je vais volontairement un peu piquer, une discussion sur le partage aussi de la valeur créée sur l'immobilier? Alors, non, ça pique pas du tout, hein. C'est normal. Il y a un EPF en région et on l'a introduit aussi quelque part dans la mécanique. C'est-à-dire qu'on imagine que certains immeubles ou certains pas de porte, enfin immeubles plutôt, pourraient être pris par l'EPF et ensuite ramenés vers la foncière, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Les 4 millions, c'est vraiment la part de la ville. C'est 500 000 euros par an, c'est la part de la ville, une fois déduit tous les fonds RLA, fonds friche, machin, sur lesquels l'État pourra venir. Nous, ce qu'on dit depuis le début dans le projet politique, c'est que si on veut que ça fonctionne, il faut que la ville prenne sa part de risque. Et c'est pour ça que j'aime bien votre terme. Tout le monde prend des risques dans cette affaire et depuis le début, la collectivité, elle n'en prenait pas parce qu'elle mettait que des subventions sur la table et elle n'agissait pas plus. Donc nous, on doit prendre notre part de risque. Et pour rebondir sur votre question finale, une ville est toujours gagnante, mais elle est gagnante quand il y a des habitants et la production de valeur sur son territoire. C'est la production de valeur sur le territoire qui me fait gagner de l'argent, si vous voulez. C'est pas de vendre à tel prix ou c'est pas d'essayer d'obtenir un retour financier dans la transaction immobilière. Moi, au bout du bout, je suis le gagnant du territoire financièrement quand j'ai de la fiscalité, quand j'ai des habitants, quand j'ai la production de valeur. Donc, si je suis clair avec à quel endroit je gagne, je ne vais pas embêter tout le protocole dans des fausses négociations sur lesquelles j'essaierai de gagner quelques dizaines de milliers d'euros par-ci, par-là. Je mets mes 500 000, je demande que mon processus soit le plus optimisé financièrement parlant pour que mon projet aboutisse, que tout le monde gagne. Parce que si j'ai des habitants et des commerces, j'ai de la fiscalité et j'ai ma production de valeur, c'est ce qu'il faut. En fait, le partenariat financier aussi, là, on imagine que le concessionnaire va racheter des locaux existants, il va les racheter au prix du marché. Les locaux aujourd'hui qui vont être achetés sont des locaux qui sont vacants et qui ne peuvent pas être loués parce qu'ils ne sont pas adaptés aux normes du marché ou parce qu'on a des locaux qui sont trop petits. En fait, il faut aller casser le mur entre deux locaux. C'est le concessionnaire en fait qui va porter la réhabilitation, donc les travaux, puisque les travaux vont s'effectuer sur l'intégralité de l'immeuble, logement et commerce confondus. La quote-part en fait de la prise en charge par la collectivité va permettre de compenser ce coût de travaux complémentaires, parce que du coup, quand on a fait les études, on s'est aperçu que c'est logique, quand on rajoute au prix du marché le coût des travaux, ça faisait grimper le prix à un prix qui était hors marché. Donc en fait, la foncière se retrouvait à acquérir des immeubles hors marché avec l'obligation de les louer à des loyers en dessous du marché. Donc l'équation économique, elle ne se faisait pas. Et du coup, la subvention de la collectivité, c'est une subvention d'équilibre qui permet de compenser en partie le coût des travaux. Et la péréquation des loyers, en fait, elle a été vraiment faite comme ça. Et c'est pour ça que dans les comités, on a...
parliez de partage de la valeur. En fait, ce partage de valeur, il se fait notamment par l'information claire et transparente que l'on a. Et le comité de commercialisation parle des loyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on a vraiment cette vocation à redynamiser le centre-ville, il va falloir qu'on puisse faire de la différenciation et donc faire aboutir des porteurs de projets qui n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui d'atterrir dans un centre-ville à des loyers classiques. Et donc l'objet, c'est ça, c'est de pouvoir faire cette péréquation et donc de pouvoir atterrir à des loyers qui sont inférieurs au prix du marché. Oui, bonjour, Simon Méjeanne, je suis le directeur de l'immobilier d'entreprise de la RIVP. Alors la RIVP, c'est une SEM dont l'actionnaire principal est la ville de Paris. Et la RIVP, c'est l'opérateur immobilier qu'a choisi la ville pour mener une politique de soutien au logement abordable, mais aussi d'immobilier commercial et d'immobilier à vocation productive et artisanale. Alors j'avais un commentaire et puis une question. Alors vous avez répondu à ma question, j'avais une interrogation sur la préemption s'il s'agissait finalement des murs et des fonds, mais manifestement tous les locaux seront vacants. Par conséquent, il n'y aura pas de logique d'éviction commerciale, peut-être notamment pour lutter contre de la monoactivité dans une rue. Est-ce que j'ai bien compris? Donc ça, c'est la première question. En tout cas, aujourd'hui, c'est le premier principe qu'on s'est fixé. Je pense qu'on pourra aller plus loin, mais dans un premier temps, c'est vraiment fixé. On n'a pas dit aujourd'hui, Saint-Brieuc, c'est 26% de vacances, même si ça s'est bien résorbé, enfin si ça continue à se résorber. L'objectif principal était vraiment sur une action sur les locaux vacants et de laisser la place aux acteurs en place déjà. Et alors la deuxième plutôt remarque, du coup retour d'expérience, c'est sur les logiques de péréquation et notamment d'application de loyers un peu inférieurs au prix du marché et naturellement de toujours faire attention à la signature de baux commerciaux et les effets d'aubaine qu'on voit beaucoup sur beaucoup de territoires avec des cessions de fonds de commerce avec des plus-values importantes de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros dès lors qu'on pratique des loyers inférieurs au prix du marché sans avoir des mécanismes qui ne sont pas là présents dans le code du commerce avec un bail commercial qui donne quand même beaucoup de liberté aux locataires pour pouvoir ensuite disposer de son fonds comme il le souhaite. Voilà. Ça c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui on contrecarre ça de façon différente, enfin sous plusieurs angles. Un, déjà en ayant une destination du bail très très restrictive, ce qui permet de ne pas faire de cession, donc on fait surtout pas des baux tout commerce, mais on a vraiment une définition. Même par exemple si on a une restauration, on va définir la typologie de restauration, ce qui fait que derrière on ne peut pas voir modifier le plan marchandisage qu'on avait défini au départ. Et puis en plus au niveau de la cession du bail, aujourd'hui on a un agrément obligatoire du bailleur, donc on impose un agrément du bailleur, ce qui fait que nous on a l'obligation d'accepter la vente. Donc du coup c'est comme ça qu'on évite justement ce genre de process. D'autres questions? Oui. Alors, cette fois-ci du chat. Quelle est la durée de portage des actifs et quelle cible de revente? Alors, on a simulé une rotation, comme je disais tout à l'heure. On a simulé pour l'instant une rotation par grappe d'actifs à 5 ans. Donc, pour toujours garder la masse critique pour peser sur la revitalisation. Voilà, je pense que c'est l'objectif. On verra un peu en marchant si les choses s'accélèrent ou se ralentissent là-dessus. Les niveaux de fonds propres qu'on pouvait mobiliser aussi correspondaient à ce type de rotation, mais j'avoue que là on est un peu dans la projection sur le papier. On verra un peu au fil du temps. Je sais que le groupe Chessé n'a pas une grande habitude de rotation de son portefeuille. Mais là, on s'est dit que c'était exceptionnel parce qu'aujourd'hui, ce qui était important aussi dans l'accompagnement du territoire, c'était de pouvoir permettre donc à des commerçants d'atterrir. Dans un premier temps, il est parfois difficile, souvent, d'avoir un financement et pour son aménagement intérieur, et pour son exploitation, et pour son immobilier. Donc là, l'idée dans le principe, c'est vraiment de pouvoir permettre
permettre au bout des 5 ans aux porteurs de projet de devenir propriétaires de son local. Donc cette cession, elle a aussi un but, c'est celui de permettre la pérennité du commerçant. On sait combien c'est important pour un commerçant d'avoir la propriété de son commerce, c'est parfois aussi sa retraite. Et donc voilà, la logique elle était un peu différente et ça portait du sens à ce projet de permettre aux commerçants d'être propriétaires. Comment avez-vous dimensionné la concession d'aménagement pour la rendre facilitante et quel concessionnaire ? Alors, quel concessionnaire il va falloir attendre quand même la réponse de l'appel d'offres. Donc là, on a regardé très large, hein, concessionnaire public comme privé, ça nous importe peu. Donc on va regarder ça avec attention. Et la dimension, je ne me souviens plus du dimensionnement particulier. Là, je ne pourrais pas répondre. Une autre question, comment se rémunère chez C et quel rendement du coup ? Alors, la rémunération, elle est liée dans le modèle économique sur de l'AMO, c'est-à-dire qu'on a chaque année une petite rémunération qui est assez modique, mais qui nous convient néanmoins, sur de l'AMO, donc accompagnement. Et après, la rentabilité, là, la rentabilité, on a fait plusieurs exercices, mais on est entre 4 et 6 et des petites brouettes, mais c'est tout. Avez-vous des indicateurs d'impact sur l'attractivité du centre-ville ? Oui, et c'est important. Ça fait partie des outils qu'on doit tous avoir avant de démarrer dans ce genre de choses. Il faut avoir une bonne compréhension de comment fonctionne son commerce et ses flux sur son centre-ville. Donc, il faut avoir un manager de centre-ville, ça c'est clair. Et il faut avoir un tableau de bord de suivi du fonctionnement de son centre-ville. Et donc, ça permet d'évaluer son impact. Nous, on utilise un outil qui s'appelle MyTraffic. Il y en a peut-être d'autres. On utilise celui-là. Je crois d'ailleurs que la Banque des Territoires aide à l'utilisation de cet outil. Ça permet de connaître en temps réel tous les flux en fonction des commerces. Donc, c'est vraiment l'outil qui nous intéresse. Alors, on a eu une réponse de Jean-Philippe Orveillon. Pour répondre sur le dimensionnement, on est sur la réhabilitation d'une quinzaine d'immeubles et commerces. Voilà. Et une autre question, quelle est la durée de portage des actifs et quelle cible de revente ? On l'a déjà posé celle-là. Non, pardon, je me suis trompée de question. Alors, on avait plusieurs questions à Monsieur le maire. Vous aviez commencé à y répondre dans le chat, mais on va peut-être quand même les poser à l'oral pour avoir les réponses en direct. Quelle durée vous semble raisonnable pour redynamiser le centre-ville de Saint-Brieuc ? Alors en fait, il y a 2 mouvements. Le premier mouvement, c'est de donner les bons signaux. Et les bons signaux, en 2 ans, vous les avez donnés. Vous ne le faites pas tout seul, hein. Il y a une concordance avec plusieurs acteurs, mais le changement, c'est un état d'esprit, hein. C'est une confiance. À partir du moment où vous avez réussi à redonner les bons signaux et les signaux de confiance, il y a une partie du problème qui se règle tout seul, en fait, et qui peut même aller vite, ce qui fait qu'on peut courir derrière les pas de porte à récupérer. Et sinon, pour moi, c'est la durée c'est la durée du plan de concession foncière. Donc, il faut, on est parti, nous, sur un budget de 8 ans, ce sera donc 8 ans. Et puis peut-être une dernière question, une question assez générale. Quels sont les risques pour la foncière sans quoi elle ne pourra pas marcher ? Acheter aucun pied d'immeuble. La péréquation ? Ouais, je ne sais pas si c'est un risque parce qu'on arrivera toujours à... Enfin, c'est l'objet même. Enfin, nous, on a l'expérience, on fait... pas mal d'interventions sur d'autres villes où on travaille ce système-là de péréquation et on voit qu'on arrive réellement à le mettre en œuvre. J'ose espérer qu'on arrivera à le faire aussi sur Saint-Brieuc. Ça marche vraiment. Je pense que pour répondre aux questions de risque, il serait intéressant de refaire le même atelier dans 1 an et demi, et de vous faire part de notre retour d'expérience, en tout cas de cette première année
post-montage de la foncière. Donc je pense que sur ce, malheureusement et heureusement, nous devons terminer notre table ronde. Je remercie encore une fois chaleureusement nos intervenants d'avoir répondu à toutes les questions, et j'espère que nos interlocuteurs ont trouvé des conseils, des recommandations, ou en tout cas ça a pu nourrir leur réflexion dans leurs propres problématiques de leur territoire. Merci beaucoup à tous, et donc je passe la parole à Isabelle pour les conclusions. Merci beaucoup Olga, merci beaucoup à tous nos intervenants, vraiment un atelier très dense, très riche, hein, avec beaucoup de questions qui ont été posées. Ça montre aussi tout l'intérêt qu'ont eu chacune des interventions respectives. Donc un grand merci de nouveau à nos animatrices pour la préparation de ces tables rondes et leur animation très respectueuse du timing qui nous était donné. L'exercice n'est jamais facile, donc merci beaucoup à vous deux. Merci encore à tous les intervenants. Vraiment, je pense que le nombre de questions qui ont été posées démontre aussi tout l'intérêt qu'il y avait à créer ce temps d'échange et à valoriser à la fois ces retours d'expérience qui sont les vôtres et le modèle que vous proposez, qui apporte des solutions. Et l'important, quand on parle de redynamisation et de favoriser l'attractivité des territoires, c'est bien d'avoir des réponses, quel que soit le modèle par lequel on arrive pour trouver ces solutions. Donc un grand merci. Rendez-vous le 7 mars prochain pour celles et ceux d'entre vous qui sont les fidèles des travaux du réseau national des foncières de redynamisation. Je vous rappelle que sur la plateforme, vous avez la plateforme de la Banque des territoires, vous avez de nombreux documents, nombreuses sources qui permettent de mieux comprendre ce que sont les foncières de redynamisation, avec des fiches de retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à aller sur les pages des foncières du réseau national des foncières de redynamisation sur la plateforme de la Banque des territoires. Un ensemble de documents sont à votre disposition en accès libre. Et puis je vous donne rendez-vous le 7 mars prochain et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.